Aujourd'hui, au balado Uméa, on plonge dans un sport en pleine explosion, encore sous-estimé, mais à la veille de changer complètement de dimension avec son entrée aux Jeux olympiques à LA en 2028. Je reçois Sarah Parker et Guillaume Belland. On parle de flag football. Sarah, elle a évolué au niveau universitaire à Concordia. Elle a remporté des tournois internationaux, notamment aux États-Unis. Elle a monté sur le podium des World Games en Chine. Et plus récemment, elle a contribué à qualifier Team Canada pour les championnats du monde 2026 à Düsseldorf, je vais y arriver, après une performance marquante au tournoi continental du Panama. Et Guillaume, de son côté, il vient du football contact avec un parcours universitaire à McGill puis des championnats nationaux. Il évolue depuis plusieurs années avec Team Canada en flag où il joue comme demi-défensif, en plus d'être très impliqué au niveau collégial comme coach. Et son parcours est vraiment intéressant parce qu'il incarne bien la transition entre le football traditionnel et le flag football. Vous comprendrez que je ne viens pas du monde du flag football et donc que je vais poser des questions très, très basiques d'abord afin de revenir à la base. C'est quoi vraiment le flag football? On parle de la différence évidemment avec le football traditionnel. Puis c'est quoi le plus grand mythe à savoir? Est-ce que le flag football, c'est juste que c'est plus facile parce que c'est sans contact? Bon, bref, vous comprendrez que c'est tout à fait pas le cas. Mais on parle ensuite vraiment plus de préparation, de sciences du sport, d'entraînement, puis surtout de l'évolution fulgurante du flag au Québec, au Canada, à l'international. On aborde aussi le processus de qualification vers les Jeux olympiques, la réalité des équipes nationales, les différences entre les hommes et les femmes, parce que c'est un sport qui est, le flag football, plus dominé du côté féminin. Puis je trouve ça quand même vraiment intéressant. Donc, on l'aborde avec Sarah et Guillaume. Puis on parle aussi de la pression qui vient avec cette nouvelle visibilité-là, ce que ça change concrètement dans leur quotidien d'athlète. Puis pour ceux qui écoutent puis qui veulent se lancer, on parle de où commencer, à qui ça s'adresse, puis pourquoi le flag est aujourd'hui l'un des sports les plus accessibles, mais aussi les plus stratégiques. Donc, une conversation sur la performance, oui, mais sur un sport qui est en train de s'écrire et sur ceux et celles qui sont très hautes et qui en façonnent l'avenir. Vous allez voir une conversation des plus inspirantes et avec des individus très, très, très éloquents. Donc, j'arrête de parler et je vous laisse écouter ce très excellent épisode. Bonne écoute! Bien, premièrement, je connais absolument rien au sport d'équipe. Comme je vous disais, je viens pas de ce milieu-là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde du balado Uméa qui écoute, qui connaissent pas beaucoup le flag ou encore qui en entendent parler puis qui se posent aussi probablement plein de questions. Genre, fait une intro au début du balado pour vous présenter quand même, mais genre, l'objectif, c'est peut-être démocratiser le flag puis parler de ce sport qui est en émergence, mais aussi qui a comme plein de rapports vraiment intéressants. Nouveau sport aux Olympiques, la dualité entre l'équipe féminine et masculine, c'est quand même des... Ben, je pense que je connais pas un sport qui a ce même genre de... L'équipe féminine est aussi forte, là, si on peut dire. Fait que, ben voilà. Ben, commençons. Sarah, est-ce que ça te tente de te présenter vite pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Sarah Parker. Je suis la corps arrière de l'équipe nationale féminine de flag football. Puis je joue au flag depuis ma première année du secondaire, donc en secondaire 1. C'était vraiment pas mon sport principal au départ, étant donné que c'était pas le sport le plus populaire qui avait le plus d'opportunités de développement, mettons. Puis j'ai grandi avec le sport pour vrai. Au fur et à mesure que les opportunités se présentaient, je les prenais. Puis aujourd'hui, à 26 ans, je pratique encore le flag. Puis je suis contente aussi de le représenter au niveau national puis d'avoir la chance de peut-être rêver à des Jeux olympiques. C'est vraiment quelque chose que je pensais jamais pouvoir imaginer quand j'ai commencé à 13 ans. Ouais, c'est fou, hein? Puis on va en reparler justement des Jeux olympiques parce que c'est quand que vous avez su la nouvelle que le flag allait être un sport, un sport aux Olympiques? En 2024, on l'a appris. OK. Ouais. Est-ce que c'est une grande surprise ou vous vous en doutiez? Il y a quand même eu beaucoup de discussions par rapport à ça dans le passé. Dans le fond, on avait quand même une bonne idée que ça allait se concrétiser, mais le moment que je l'ai su, j'étais assis chez moi à la table à manger avec ma famille, puis surplus d'émotions. Là, c'était comme fou de
Ah, c'est malade. Ouais, c'était Toute ta comme... famille est j'imagine, super investie avec toi au niveau du flag. Ouais, c'était pas des athlètes de football. Ils connaissaient pas grand-chose du flag. Ils ont vraiment appris à jouer avec moi, avec ma carrière de flag à moi. Puis super investis maintenant, c'est leur vie. Ma mère elle regarde les stats en ligne de la Ligue Flag Plus. Moi aussi. Elle connaît, ouais. Moi aussi, j'essaie en tout cas. Ouais, full investi maintenant. C'est une fan de foot, la NFL, la NCAA, la Ligue universitaire de tackle, le flag. Malade. Ouais, elle s'intéresse partout maintenant. Fait que... Cool. Ben, on va revenir à tout ça, Guillaume, si tu as envie de te présenter. Guillaume Belland, je suis demi-défensif pour l'équipe nationale canadienne masculine. Ça va faire, là, c'est la 4e année que j'ai la chance d'être sur le programme. Au tout début de ça, c'est que ça a commencé après ma transition du contact, justement, à McGill, par la transition flag. Ma sœur faisait déjà partie de l'équipe nationale alors qu'elle était beaucoup plus jeune. Puis c'était pas un sport tout à fait encore très populaire. Elle commençait avec le Fleur de Lys, qui était une équipe composée magistralement de filles de Montréal, du Québec en général. Fait que c'est sûr qu'à travers tout ce développement-là, puis son parcours, ben c'était cool de l'avoir allé, puis j'étais proche déjà du monde du flag. Fait que la transition s'est faite super naturellement pour moi, puis j'ai eu la piqûre. Mon premier match, là, honnêtement, c'était... Ah ouais, puis ça a été comment cette transition-là entre le flag, puis entre le foot, puis avec contact et le flag? Originalement, c'était que pour le plaisir, là, c'était pour retrouver, c'est deux sports qui se ressemblent. C'est la personne qui va le nier, là, c'est du footwork, là, des jeux de pied qui se ressemblent, même pour un receveur, pour un demi-défensif, un corps arrière, etc. C'est le même objectif, là, c'est à travers un football, c'est de se rendre dans la zone des buts adverse. Fait que, originalement, c'était bon, le football contact, c'est fini. Je peux faire d'autres choses, on va se mettre au flag. Ma soeur est déjà dedans, c'est cool, je vais pouvoir jouer avec elle. Puis avec mes amis qui avaient déjà fait la transition aussi. Puis j'ai rencontré une gang de gars qui sont aujourd'hui dans mes meilleurs amis, là, puis qui vont le rester pour le reste de mes jours. Là. Fait qu'avec les Braves, on a fait plein de choses, là, des tournois nationaux, des tournois aux États-Unis. Flag Plus, évidemment, occupe une grande partie aussi dans nos vies. Juste parce que, en termes de volume, on joue beaucoup au flag avec cette ligue-là. Fait que cette transition-là, ouais, c'est faite rapidement. Mais après ça, de dire je me vois prendre ça plus au sérieux, juste participer à des tournois puis commencer à les gagner, ces tournois-là, pas juste être là pour le fun puis la bière, mais de dire OK, on veut avoir une équipe qui performe. Puis après ça, de gagner les nationaux. Puis gagner les nationaux, à cette époque-là, ça voulait dire représenter le Canada en tant qu'équipe nationale pendant 1 an. Tu avais comme les droits sur l'équipe. Mais vous n'étiez pas à ce moment-là comme qualifié comme une équipe. C'était pas genre Team Canada à ce moment-là, ou ça l'était? Ça l'était. Okay. Ça l'était, mais tu sais, quand tu regardes une équipe nationale d'un sport, tu dis c'est les meilleurs de partout à travers le pays qui ont été sélectionnés de manière, tu sais, comme objective, de dire lui est plus talentueux qu'un autre. On fait une équipe qui, ensemble, a une chemistry, excusez-moi l'anglicisme, mais puis après ça, on envoie cette équipe-là faire les tournois à l'international. Comment Football Canada fonctionnait dans ce temps-là, c'était on fait un tournoi, toutes les équipes locales de chaque région du Canada s'affrontent, puis l'équipe qui gagne représente le pays pendant 1 an, jusqu'au prochain tournoi, parce que là, s'il y a une nouvelle équipe qui gagne, ben là, ils changent de représentation. Fait comme, oui, on était la meilleure équipe au pays, puis oui, c'était selon les règles, nous autres qui représentaient le Canada, puis c'était cool. Puis ça a bien été, on a quand même bien performé. Mais tu sais, après ça, tu te dis, on avait une gang de chums originalement qui aimaient le flag football, qui participaient, qui étaient performants, super bons. On arrivait à compétitionner contre des équipes nationales qui, eux, avaient un actual programme de comme try-out national, des coachs nationaux, des programmes d'entraînement, de préparation, etc. Fait comme, on est venu de loin en tant que programme. Ouais. Football Canada, aussitôt que, mettons, les enjeux étaient un peu plus gros, tu sais, là, on parle des Olympiques, fait qu'il faut vraiment avoir une bonne sélection, avoir les meilleurs individus au pays dans la même équipe pour essayer de donner la meilleure chance possible au pays de se qualifier. Étant donné que c'est ça, le sport a pris de l'ampleur, a pris du sérieux, c'était plus devenu une équipe qui gagne un tournoi, qui se qualifie. Du côté féminin, j'avais gagné le championnat canadien en 2024. Puis la victoire, elle a été d'1 point. Ça fait que c'est un point décisif qui fait en sorte que 12 filles d'une équipe représentent le pays l'année d'après au championnat du monde versus l'autre équipe qui a perdu par 1 point. Ça l'a soulevé quand même beaucoup de doutes parce que ça veut dire que les filles qui sont là, c'est pas nécessairement les meilleures filles. Fait que c'est sûr que de ce côté-là aussi, c'est difficile parce que le pays au complet va regarder la performance de l'équipe à la Coupe du Monde puis va se dire, ben c'est
c'est pas les meilleures filles qui sont là. Est-ce que c'est les meilleures qui peuvent nous représenter ou pas? Puis là, l'année suivante, c'est là qu'ils ont développé vraiment le programme de performance où est-ce qu'ils font un camp d'identification dans chacune des provinces, sélectionnent les 50 meilleures au pays pour un dernier camp de sélection. Puis par la suite, il y a 24 filles qui sont sélectionnées, 12 qui voyagent, puis 12 qui font partie de la relève qui s'entraînent avec l'équipe nationale, dans le fond, à l'année longue pour essayer de développer le plus de joueuses possible puis se donner la meilleure chance possible de, qualifier le pays puis aussi de gagner une médaille olympique en 2028. C'est fou, tout ça. OK, gang, on est allé genre super creux, puis j'ai envie qu'on revienne un peu juste à la base pour vraiment ceux qui comprennent pas c'est quoi la différence entre le flag football et le football. C'est quoi la différence, genre, majeure? Ouais, ben je peux parler de la transition que j'ai faite en 2020, entre 2021 puis 2022. Tu sais, c'est deux sports qui se ressemblent énormément. Ça, on peut pas se le cacher. Mais niveau physique, niveau stratégie, c'est complètement différent. Puis là, je sais qu'on va en parler plus tard, mais en fin de semaine, il y a eu la meilleure démonstration de pourquoi ces deux sports différents. Parce que tu as pris dans les meilleurs joueurs NFL. Je comprends que c'était pas le line-up parfait, mais tout de même, il restait des joueurs très, très, très bons qui faisaient ces deux équipes-là contre l'équipe nationale américaine de flag football. Puis ce qu'on a pu observer... C'est quand même, juste pause, mais c'est quand même vraiment créatif d'avoir fait ça. Est-ce que c'est pour les codes d'écoute? C'était pourquoi ils ont fait ça, hein? D'une part, oui, mais de l'autre, ce débat-là, pro, puis je mets des quotation marks, là, des guillemets autour du terme pro, parce que je pense qu'à un certain niveau, les athlètes de flag le deviennent, surtout du côté des filles qui sont rendues aux World Games, comme c'est pas n'importe quoi. Là, fait que oui, je pense que je mets des quotation marks autour du mot pro, mais CFL, NFL, par exemple. Le débat existe depuis quand même longtemps. Où est-ce que arrivent les Jeux olympiques de 2028, qui va faire l'alignement? Est-ce que c'est ces gars-là qui gagnent leur vie à faire ça, qui passent leur temps à préparer leur corps, puis à jouer professionnellement au football? Puis on l'a dit, c'est un sport qui se ressemble, fait comme inévitablement, certaines personnes pourraient penser qu'ils vont prendre la relève arrivant en 2028. Puis c'est aussi un commentaire qu'il y avait quand même souvent, genre dans les podcasts de flag. Je voyais des reels que tu partageais aussi, puis c'est genre dit haut et fort, hey, attention, les gars de Team Can ou les gars de Team USA, les gars de NFL s'en viennent ou CFL s'en viennent. C'est ça. Fait que rapidement, pour répondre à ta question, pourquoi ils ont fait l'événement? Les codes d'écoute, je pense que pour des influenceurs comme, tu sais, il y avait Logan Paul était là, puis iShowSpeed était là, puis c'est pas des gars de football, mais ils ont inclus ces gens-là pour amener leur communauté. Mm-hmm. Tom Brady était là, tu sais, sa carrière après la NFL, c'est quoi? Ben, je pense qu'il se met à faire plus de choses comme ça. Ils ont amené une brand aussi avec eux pour créer cet événement-là. Fait que les codes d'écoute. 2, je pense qu'à quelque part, ils voulaient aussi croire qu'ils arriveraient à les battre, puis de dire, ben, point proven, les gars de NFL, les gars pro vont probablement prendre la place. Mm. C'est pas ça qui est arrivé. Puis je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour le sport, pour la communauté de flag. Mais maintenant, je pense que le narratif autour de ce débat-là, puis je suis content d'avoir une plateforme pour en parler, puis j'espère que du côté canadien de la frontière, puis du côté canadien de ce débat-là, on est capable de changer le narratif parce que c'est pas pro versus flag, puis j'aimerais ça que tout le monde, on peut se mettre dans le même bassin puis dire comment est-ce qu'on fait pour bâtir la meilleure équipe canadienne, gars et filles, pour qualifier, le Canada aux Olympiques, puis 2, aller aux Olympiques puis gagner l'or. Puis si on continue d'avoir ce débat-là, puis de dire, ben, c'est deux communautés séparées, puis ça va être soit une équipe NFL, CFL, U-Sport, NCAA, ou une équipe de flag, un peu comme on parlait au début des débuts du programme de Football Canada, où est-ce que c'était une équipe régionale, puis on oubliait tout le reste du Canada, puis on se donnait pas la peine d'avoir un vrai processus. Il est encore temps, là, puis comme il est encore temps, genre, peut-être il nous reste quelques mois pour prendre la décision, mais les Olympiques arrivent vraiment vite. Fait que s'il y a des athlètes professionnels CFL, NFL, NCAA, puis encore U-Sport, même au cégep, qui soit sont des athlètes de football contact retraités, ou des gens qui pensent à faire la transition puis qui veulent faire les Olympiques, il ne faut pas attendre pour commencer la transition, il faut la faire le plus rapidement possible. Puis la communauté de flag, c'est une des plus belles communautés d'athlètes qui existent. Autant les athlètes que les ligues qui sont créées, la Ligue universitaire féminine, les gens qui gèrent Flag Plus, par exemple, ou Joliette, Terrebonne, Sherbrooke. Tout le monde est super accueillant. Fait que n'importe qui va vouloir faire la transition puis qui se dit intéressé puis qui rêve de pouvoir participer aux Olympiques, juste montrer un peu d'intérêt, venez vous préparer parce que c'est deux sports complètement différents. Puis c'est pas vrai, puis on l'a vu en fin de semaine, que du jour au lendemain, on est capable de se dire
ben ouais, les joueurs pros vont être capables de battre une équipe de flag. Parce que là, c'est pas ça, arrivé. ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, Team USA a dominé complètement ce tournoi-là. Ouais. C'est un tournoi? C'était un mini-tournoi, ouais, il y avait 3 matchs. Mini-tournoi. Ouais. Oui, c'est complètement dominé. Donc, excellente chose. Mais après ça, il y a quand même du travail à faire, nous, à venir apporter ces conclusions-là au Canada. Sarah, comment est-ce qu'on fait pour Ben, en fait, comment on fait pour commencer à jouer au flag? Genre, très simple. Mais genre, j'ai une de mes amies qui a commencé à jouer au flag parce que son copain s'est mis à être dans Team Cannes, Émile Chenevert, Mais ouais. Flo La Rochelle. Alors, j'ai commencé à jouer, mais comment moi je fais pour commencer à jouer au flag? Ouais. Ça n'arrivera pas, par contre. Je suis pas assez bonne pour ça. Il y a vraiment beaucoup de ligues civiles. Il y en a une immense dans le coin de Montréal qui s'appelle Flag Plus. Il y en a dans le coin de Joliette. Il y en a à Sherbrooke. Il y en a un peu partout. Puis c'est facile de s'inscrire. Peu importe, filles, gars, jeunes, vieux, il y a des ligues partout. Puis plusieurs divisions aussi. Fait qu'on n'a pas besoin de commencer avec beaucoup d'expérience. On a des divisions plus basses. Juste dans le féminin, ça s'est développé quand même assez rapidement. Quand j'ai commencé à jouer au flag, dans cette ligue civile-là, il y avait juste du masculin. Après ça, ils ont développé du co-ed, fait que filles et gars ensemble. C'était juste du 6 contre 6 dans ce temps-là. Aussitôt qu'on a développé la ligue universitaire en 2021, il y avait beaucoup de demandes pour qu'on puisse continuer à jouer au 5 contre 5, qui est le format international à l'année longue. Fait que Flag Plus a décidé d'ouvrir cette catégorie-là aussi, féminine 5 contre 5. Fait qu'on s'est tous inscrits là-dedans. Puis il y avait tellement d'équipes qui se sont inscrites que maintenant, on a 3 divisions féminines. Puis on a aussi 3 divisions co-ed, ainsi qu'une division co-ed 5v5 maintenant pour nous permettre de jouer le format vraiment qu'on veut à l'année longue. Fait que là, il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de monde qui veulent commencer le flag football. C'est une super belle ligue. Puis c'est ça. C'est vraiment... vous pouvez vous inscrire individuellement. Vous pouvez inscrire une équipe. Ça. Comment on fait pour... Mettons, on s'inscrit individuellement. Est-ce qu'on est plugué avec n'importe quelle équipe? Est-ce que je pourrais jouer avec toi? Oui. Ben, techniquement, si je m'inscrivais comme joueuse autonome, on pourrait se ramasser dans la même équipe, absolument. S'il y a une équipe qui s'inscrit, qui manque une joueuse, ça crée ce réseau-là où est-ce que les athlètes qui s'inscrivent individuellement, ils peuvent trouver une équipe par la suite. Il y a même un groupe Facebook communautaire où est-ce que les gens ils peuvent écrire je suis une joueuse de telle position qui aimerait jouer dans telle division. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est même intéressé? C'est quoi ta position? Parce que t'as jamais joué. Il y a quelqu'un qui va te montrer et qui va t'expliquer. Ouais. C'est bien hot. C'est super accessible. Je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment une belle discipline et un beau sport. Puis je parlais avec mon parrain qui était comme dans mon temps. Dans mon temps, ça, c'était le softball. C'est la balle molle. Puis à Montréal, quand la balle molle a commencé à être quelque chose de populaire, tout le monde s'est inscrit. Tous les groupes d'amis avaient une ligue, s'inscrivaient dans une ligue, avaient une équipe, puis ils se rejoignaient le dimanche, puis ils jouaient à balle molle. Puis ça a fait ça après ça pour les entreprises. Dans tout le corporate world, avait une équipe de balle molle, puis ils se rejoignaient, puis c'était comme pour la culture de l'entreprise, puis après des groupes d'amis, puis tout. Puis c'est ça qui se passe avec Flag Plus, puis avec toutes les autres ligues de flag, c'est que les gens s'inscrivent avec leurs amis, puis tu veux prendre ça juste pour le plaisir, puis arriver, jouer, puis te rassembler pour un pique-nique ou une bière après. Il y a des divisions pour ça. Si t'es une équipe plus sérieuse qui veut performer puis compétitionner, il y a une division pour ça. Que tu aies déjà joué au flag ou pas, que tu sois athlétique ou pas, grand, petit, il y a des positions pour tout le monde. Puis, est-ce que je me trompe ou Flag Plus, c'est centré à Montréal ou c'est plus large que ça? Dans la région de Montréal, il y a des games à Laval, il y a des games sur la Rive-Sud, c'est un peu partout, là. Mais je dirais aussi que le flag a pris autant de popularité juste parce que c'est tellement inclusif. Peu importe, comme ça prend pas un énorme budget pour partir d'une équipe de flag, t'as besoin de flag, un ballon, des crampons. C'est pas mal tout. On peut jouer sur une patch de gazon. C'est accessible à beaucoup de monde. Puis c'est un sport aussi inclusif. Filles comme gars, on peut jouer. T'as pas besoin d'avoir des caractéristiques particulières pour être un joueur ou une joueuse de flag. C'est vraiment comme un sport qui est pour tout le monde. Fait que je pense que c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant du sport puis qui fait en sorte que c'est autant un sport populaire maintenant puis qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le jouer. Puis, genre, qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de femmes qui jouent au flag? Parce que ça, c'est ce que je trouve fou, c'est que, tu
tu sais, plus je me renseigne sur ce sport-là, j'ai l'impression que c'est un sport qui est dominé un petit peu par les femmes. Peut-être que je dis quelque chose de méga controversé puis ça n'a pas rapport là. Non, c'est vrai. Ah, c'est ok. vrai. Parfait. Ouais. Vous pouvez vraiment me reprendre si c'est le cas. Mais c'est quand même cette impression-là que j'ai à chaque fois que j'entends mon chum Phil, qui sur Team Canada aussi, de Flag, qui est là d'ailleurs avec nous, puis qui nous écoute, puis qui nous espionne, puis qui va me reprendre si je dis quelque chose de pas correct. Non, c'est vrai. Ben, il y a tellement un énorme respect pour l'équipe féminine ou toutes les équipes féminines au final qui jouent au flag. Puis c'est quand même la première fois que je remarque ça aussi fort. Un respect de la part des collègues masculins versus les teams féminines. Qu'est-ce qui explique ça? Je trouve ça malade. Ouais. Ben, je dirais que avant, mettons, l'annonce olympique puis que le flag prenne autant d'ampleur, du côté masculin, j'ai l'impression que les gars, peut-être, jouaient un peu plus au flag, mettons, dans leur saison morte ou quand ils prenaient leur retraite du football contact. Puis ils jouaient vraiment juste pour le fun. Versus, nous, on voyait vraiment ça comme notre sport. On voulait le pratiquer, c'était notre sport principal. On le prenait vraiment au sérieux. Puis a découlé de ça une communauté vraiment forte. Pour ma part, tu sais, dans la région de Montréal, quand j'ai commencé au cégep, j'ai commencé le cégep, je me suis inscrite à Champlain, à Saint-Lambert, où est-ce qu'il n'y avait pas de flag football. Dans les cégeps anglophones, c'était un peu plus axé sur le rugby. Puis après le secondaire, je m'étais pas fait recruter nulle part. Puis j'ai réalisé comme entre l'été de secondaire 5 à ma première année de cégep que j'avais un certain potentiel au flag parce que je m'étais fait approcher pour faire partie d'une équipe, l'équipe de la Montérégie dans ce temps-là. Puis on avait gagné le tournoi, puis j'avais représenté le Québec cet été-là. Mais c'était super comme... C'était sorti un peu de nulle part. Je savais pas que j'étais bonne. Je me suis présentée à une sélection juste parce que c'était à côté de chez moi. Puis j'ai vécu un été de rêve. J'ai adoré ça, voyager pour le flag. On avait comme eu une défaite crève-cœur en finale, mais à ce moment-là, je pensais que je jouais plus parce que mon cégep le ferait pas. Puis là, quand que j'ai soulevé l'intérêt de peut-être développer le programme de flag à Champlain, il y a beaucoup de filles qui se sont réunies pour m'aider à partir ça. Fait que je dirais qu'on est quand même une communauté forte qui aime se jouer au flag, puis on était prête à bâtir ça ensemble. Fait qu'on a parti l'équipe de flag à Champlain. J'ai pu jouer là pendant 2 ans, 2 de mes 3 ans au cégep. On a commencé en division 4. On a été directement monté en division 1 la saison d'après, ce qui était du jamais vu. Puis après ça, à l'université, il n'y avait pas de flag universitaire quand j'ai commencé, puis on était en pleine pandémie. T'étais à quelle université? À Concordia. OK. Ouais, puis je suis encore là aujourd'hui. Fait que c'est ça. Là, les filles qui étaient à l'université, qui étaient comme, nous autres, on veut continuer à être étudiantes athlètes, puis on veut continuer à jouer au flag football. On s'est toutes réunies. Pendant la pandémie, on s'était dit que c'était le parfait moment de rentrer en contact avec nos universités, nos responsables des sports. Puis chacune de notre bord, on a trouvé les critères qu'on devait remplir pour partir nos équipes, chacune de notre côté. Et l'année suivante, on a réussi à partir la Ligue universitaire de flag football qui est devenue aujourd'hui, cette saison, en fait, c'est la première saison où est-ce qu'on était reconnu comme une équipe officielle de nos universités. Wow. Ouais. Fait que en 2021 puis 2025, on a réussi à donner beaucoup, beaucoup de crédibilité au sport, de montrer que ça valait la peine d'investir du temps puis de l'énergie puis de l'argent dans ce beau sport-là, puis que la progression aussi niveau talent était incroyable. Fait que je pense que c'est ça. C'est vraiment l'esprit de communauté du côté féminin. C'est vraiment comme, tu sais, on a bâti ça ensemble, puis ça fait en sorte que même quand on voyage à l'international, on le sait que les femmes ont fait partie du mouvement du flag football. Puis ça se ressent même, tu sais, à l'international quand on rencontre ou qu'on recroise des filles qu'on a vues dans le passé. Puis on le sait que comme c'est une sisterhood, puis que on est ensemble, puis on met le sport de l'avant. Même la NFL nous donne énormément de visibilité du côté féminin. Je pense qu'il nous donne beaucoup de reconnaissance, étant donné que c'est ça. On a comme vraiment mis ce sport-là de l'avant. Puis c'est cool aussi de voir des joueurs de la NFL, tu sais, vouloir le mettre de l'avant aussi maintenant, puis nous donner... En être fiers, là. Ouais, exact. C'est quand même facile de dire que
mettons, les joueurs de la NFL vont peut-être nous enlever de la lumière ou essayer de prendre un peu le dessus avec les médias, la visibilité du côté masculin et compagnie, mais je pense qu'ils font quand même un bel effort pour nous donner la reconnaissance que... Repasser le flambeau un peu. Ouais, exactement. Dire, les bons partenaires se sont engagés comme au bon moment. Puis que ce soit la NFL, la CFL, ou même juste en termes de funding, il y a eu un mouvement, puis on a du talent féminin au Québec. Puis je me rappelle mon premier tournoi à l'international, j'ai voyagé que pour jouer dans l'équipe mixte avec vous autres. Ouais. Puis il y avait ma soeur dans l'équipe à ce moment-là. Puis Alex Jardin, qui est un pionnier du flag au Québec, qui a monté ce club-là, qui était monté avec des filles qui jouaient au cégep puis à l'université. Puis comme en 2021, puis le flag commençait à être populaire. Puis nos filles ont gagné le 5 contre 5 non-contact pro, qui est la meilleure division de cette catégorie-là, qui est probablement la catégorie la plus regardée, avec une équipe qui, encore là, c'était pas des joueuses de l'équipe canadienne, oui puis non, parce qu'il n'y en avait pas vraiment à ce moment-là, mais on est arrivé là, on a gagné, ça l'a fait un petit peu parler ici à Montréal puis au Québec. Puis après ça, de fil en aiguille, on s'est réinscrit à ce tournoi-là l'année d'après, puis les filles ont continué d'avoir du succès, indépendamment de ce que les gars faisaient ou de ce que les médias disaient ou de ce qui se passait à travers le monde. On savait que nos filles montréalaises, québécoises se présenteraient à un tournoi puis qui domineraient ou qui seraient excellentes. Mais je pense que ça a donné beaucoup de crédibilité. C'est ça pour les écoles. Après ça, de dire OK, on a du talent, fait que ouais, let's go. Là. Comme, quand ils ont décidé qu'ils partaient une ligue universitaire, je suis vraiment content que les universités aient embarqué là-dedans. Au début, ça a un peu été long. Est-ce que c'était comme, oui, mais en tant que club, ça veut dire qu'il n'y aura pas nécessairement d'argent pour vous autres, mais ça va venir. Mais là, la ligue universitaire est développée au niveau du flag seulement pour du côté féminin, pas masculin. Ouais. Est-ce que du côté masculin, ça s'en vient ou zéro? Ben, j'ai goût de dire oui. J'ai goût de dire oui parce que plus le temps passe, plus on se rapproche des Olympiques, puis plus c'est comme, OK, mais là, on a une équipe de flag qui est composée de gars qui jouent au flag depuis quand même assez longtemps. Puis on a tous, individuellement, en tant que joueur national de flag, ou presque, là, en grande majorité, joué au football contact avant. Mettons, sur 12 gars qui voyageaient cet été, on avait peut-être 9, 10 gars qui avaient joué au football contact avant, que ce soit universitaire ou dans la CFL, ou dans la NFL, dans le cas d'Anthony. Fait la transition se fait bien. Mais après ça, c'est de dire, est-ce qu'on attend la transition qui va se faire après la saison 2027? C'est-à-dire que nos finissants U-Sport ou RSEQ, mais U-Sport au Canada, la saison va finir au mois de novembre. Puis là, on va commencer à avoir des gars montrer de l'intérêt, mais il va être trop tard. On va avoir qualifié ou pas le Canada pour les Olympiques. Puis si on les qualifie, si on se qualifie, tant mieux, mais il va vous rester à peine 1 an pour adapter le corps, puis changer de stratégie, puis être intéressé à une nouvelle affaire. Fait que pour moi, une ligue masculine de flag doit exister depuis... Il faudrait que ça existe hier, mais bon, là, après ça, il faut que l'argent puis que l'intérêt soit là. Mais ça prend quoi en termes, tu sais, au niveau financier pour... Pas grand-chose. Je pense que c'est comme les gros coûts, puis tu vas être mieux placé que moi pour le dire, mais ça doit être les coûts de transport. Puis... en fait, on est responsable pour notre propre transport. Tu veux dire individuellement en tant qu'athlète? Oui, ça dépend du support des universités. Il y a des universités qui ont le budget pour un autobus pour que les filles puissent voyager à leur game. Pour notre part, à Concordia, ça ne fait pas partie de notre budget. Nous autres, on se déplace par nous-mêmes. Mais je pense qu'il y a encore un progrès à faire du côté financier, surtout si on veut parler d'une ligue masculine de flag football, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs de football qui jouent pour avoir des bourses. Ça coûte rien de jouer au football contact à l'université parce que ils ont ce support financier-là de l'école. Du côté du flag, nous, on doit payer nos coachs, payer notre saison. C'est aussi c'est un sacrifice de temps, mais c'est aussi un sacrifice financier. Je pense aussi que c'est pour ça que notre communauté est aussi forte et résiliente parce que on a bâti nos propres opportunités puis on continue d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans ce qu'on fait puis dans notre sport. Et puis ça prend vraiment une passion pour faire ça. Puis je suis pas sûre que, mettons, les gens qui ont peut-être l'opportunité de jouer au football contact à l'université, ils feraient nécessairement la transition à cause des conditions dans lesquelles les athlètes de flag, notre réalité dans le fond. Ouais. Fait que je pense aussi qu'il y a comme un progrès à faire de ce côté-là.
aux États-Unis, ils ont des bourses pour jouer au flag football féminin. Ici, on n'en a pas tout à fait encore. Fait que c'est ça. Je pense que il reste encore un programme à faire pour que ce soit un petit peu plus invitant, mettons, de venir jouer au flag football, surtout au niveau universitaire, puis à un niveau plus élevé. Là. J'allais te poser la question tantôt, ben, tu sais, vous en parliez d'à quel point l'équipe féminine à Montréal ou les athlètes féminines à Montréal étaient fortes, puis je me posais la question, j'étais comme, mais qu'est-ce qui explique ça? Genre, qu'est-ce qui explique que vous avez, genre, ce willingness, ce fierce energy-là, genre? Mm-hmm. Puis j'ai comme l'impression que tu y réponds un peu à l'intérieur, tu sais, en expliquant la structure financière. Tu sais, vous avez tellement dû travailler fort pour la bâtir, votre équipe. Vous êtes genre, on la mérite, notre place. On travaille fort sur tous les niveaux. Fait que quand on est rendu sur autant, tu sais, au moment de jouer ou de s'entraîner, genre, on donne tout parce qu'on le mérite. Mais tu peux clairement mieux le dire. Ouais. Peut-être ça par rapport aussi. Ben, c'est vrai que, mettons, quand on arrive au niveau international ou qu'on arrive au niveau universitaire, quand on joue, on est juste reconnaissante parce que il a fallu avoir des pionnières, puis il a fallu avoir des coachs investis, puis il a fallu avoir... Oui, ça prend des joueuses fortes, une communauté forte pour bâtir toutes ces opportunités-là, mais ça prend aussi des coachs qui sont prêts à faire des sacrifices aussi, de temps, d'énergie. Ils ont des familles, ils ont d'autres obligations. Ça paye pas beaucoup être un coach de flag, puis sont quand même là pour supporter la communauté, nous aider à devenir meilleurs. Puis du côté de, ben, on est vraiment bonne à Montréal, puis on est vraiment bonne au Québec parce que, ben, on a des coachs de qualité qu'il n'y a peut-être pas dans les autres provinces. Que nous, on est chanceuse parce qu'on a... on a beaucoup d'écoles secondaires qui jouent, on a beaucoup de cégep maintenant qui jouent, puis maintenant au niveau universitaire, fait qu'on a pu créer un bon bassin de coachs. Des joueurs retraités qui ont joué dans le passé, qui reviennent coacher, qui partagent leurs connaissances. Puis je pense que ça fait en sorte qu'on a comme un bon bassin de coachs pour développer des joueuses. Encore aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment ça qui fait la force. Oui, puis vous êtes passionné. Il y a quelque chose qui, même en tout cas chez les gars dans notre équipe, puis je le vois certainement chez les filles à travers tout ce que vous avez fait, là, mais ça commence tout par une passion, parce que c'est pas facile de se réveiller à 5h30, prendre le métro, prendre son auto, puis il fait froid parce que tu commences les pratiques au printemps, puis là, sur le terrain dehors, parce que c'est la seule disponibilité de ce terrain-là pour aller pratiquer, puis te préparer pour le tournoi universitaire ou te préparer pour le tournoi de Dallas ou whatever. Puis c'est ça la réalité pour vous quand vous entraînez? Ben nous autres, cette saison, c'est la première fois qu'on avait un terrain pour pratiquer. Comme avant, on était dans les parcs? Non, on était dans les end zones de la pratique de rugby. Fait qu'on c'est même pas assez gros pour être un terrain réglementaire. Puis on pratiquait avec le poteau de football en plein milieu du terrain. Fait qu'il fallait qu'on fasse attention. Puis la réalité... c'est ça, la réalité. Puis quand vous voyez vos résultats, vous êtes genre, ben voyons donc, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Cette année-là, après avoir pratiqué dans les end zones, on a remporté un championnat provincial. Fait que là, je pense que ça nous a aidés là, d'avoir du succès comme ça. Puis là, le fait qu'on est varsity, il a fallu qu'on nous respecte un peu plus. Mais je dirais que c'est juste le fait là, quand on se promène dans les corridors puis qu'on voit les athlètes des autres équipes, ils nous respectent énormément parce qu'ils savent que on n'a pas les mêmes opportunités et les mêmes ressources que les autres équipes, mettons, mais on est capable de quand même avoir des excellents résultats. Puis... C'est-tu ça qui te rend le plus fier en tant qu'athlète? Pour vrai, la chose que j'aime le plus à propos du flag, c'est vraiment la communauté. Parce que, oui, il y a des rivalités sur le terrain, mais avant, après des games, comme on se connaît tous, on est tout le temps contente de se voir. L'ambiance à des tournois universitaires, c'est comme difficile de décrire ça parce que tout le monde est content d'être là. Les parents des autres équipes, ils nous connaissent. C'est juste vraiment le fun parce que c'est vraiment tous des passionnés de flag puis sont tous contents d'être là. On a comme compris aussi en tant que communauté qu'il fallait faire grandir le sport. Ouais. Puis qu'on fait que les connaissances se partagent d'une équipe à l'autre, d'un athlète à l'autre. Il y a beaucoup d'entraînements communs qui sont organisés. C'est comme une séance
d'agilité à tel terrain parce qu'on a réservé le terrain, qui veut venir. Puis là, je veux dire, les groupes On dirait que tout le monde se porte volontaire tout le temps. Hein? Oui, ça. Puis là, les coachs se parlent. Il y a des cliniques de coach. Je pense qu'il n'y a pas une autre province ou un autre pays qui fait autant de cliniques de coaching qu'on a pour le flag spécifiquement. Tout récemment, puis peut-être même encore à ce jour, il y a une clinique qui est montée par Football Canada qui rassemble plein de ses coachs puis qui veut redonner justement les connaissances aux autres entraîneurs. Puis ça peut être d'un entraîneur d'une école secondaire dans le fin fond de n'importe quoi, là, peu importe, puis qui va être là, qui va payer parce qu'il est passionné, puis il veut faire monter le programme, monter la communauté dans sa région, dans son village. Ou ça peut être le coach d'une super puissance universitaire au Québec qui est là pour apprendre. Fait ouais, mais même toi, tu as l'air d'être dans un mindset vraiment de redonner à la communauté. Oui, définitivement. Tout ce que tu dis depuis tantôt, je t'écoute. Puis si je suis un jeune étudiant, collégien, universitaire, secondaire, peu importe, qui me pose des questions sur le sport que j'ai envie de faire, clairement, j'ai envie de commencer le flag puis de communiquer avec toi. Peut-être comme, OK, comment j'entends ma transition, mettons. Ben ouais, non, définitivement. La première chose, c'est juste de montrer de l'intérêt. Reach out, parler aux bonnes personnes, s'inscrire à une ligue de flag. Ça peut être à moi. Mais tous les gars de l'équipe, tous les gars de Flag Plus, tous les gars de Flag Football Joliette, tout le monde va être content de voir qu'il y a un ancien gars de contact qui veut faire une transition puis se mettre au flag. Comme j'ai dit, on l'a tout été avant, on a tout été intéressé. On a regardé la NFL, on a regardé la CFL, on a été des fans des Alouettes ou pas, mais on a touché à du football contact un jour. Puis d'aujourd'hui, de voir que nos programmes nationaux de flag ont du succès, c'est comme, OK, mais comment on s'assure que ce succès-là se répète, puis qu'on peut monter une legacy de tout ça, de football, de Flag Football Canada. Ouais, il faut redonner, il faut apprendre au nouveau. Puis je veux dire, encore à ce jour, dans les camps d'entraînement, il y a des gars du contact qui commencent le flag, qu'on invite parce qu'on voit un potentiel. Ben, qu'on invite, comme si je prenais la décision. Non, mais que les coachs invitent. On comprend ce que tu dis. Puis que, tu sais, c'est comme, OK, comment on fait pour que sa transition se passe sur la plus courte possible? Ça m'est arrivé d'être sur des Zoom calls avec des gars qui c'est comme, OK, je suis intéressé, comment je fais? Puis là, tout le monde des clips YouTube de comment ça fonctionne. Comment tu leur expliques qu'ils doivent... Comment concrètement tu les guides là-dedans? La première, I guess que je dirais à une personne qui dit « Je veux me mettre au flag, qu'est-ce que je fais? » Écoute du flag. Puis sur YouTube, il y en a plein. Respecte le flag, j'imagine aussi que tu leur dis, ou ces gens-là, d'habitude, à ce moment-là, déjà, ils sont... Ben, je leur donne... j'assume qu'ils le respectent déjà, mais je leur donne surtout une chance de faire comme « OK, c'est un autre sport complètement. Écoute du flag. » Fait que je leur envoie des liens sur plein de games, puis je leur envoie pas des liens nécessairement de mes games à moi, mais c'est surtout des affaires de comme qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis. Parce que là-bas, le flag a vraiment... Je pense que c'est eux qui ont commencé ce gros mouvement-là. C'est là que ça a commencé. Les plus gros tournois sont là. Les gens sont là. L'argent est là. Mais Team Can est meilleur que Team USA, non? Côté féminin, absolument. Côté féminin, absolument. Puis côté masculin, je veux pas nous enlever. Je veux rien nous enlever. On les a battus cet été. Puis c'est la première fois en 8 ans qu'ils perdaient une compétition internationale, qu'ils perdaient un match de compétition internationale sous les règles IFAF, qui est la fédération qui gouverne le football à l'international. Fait que ouais, on est en train de rapetisser la différence, mais ça reste encore aujourd'hui dans les rankings la meilleure équipe de flag football. Okay. Mais on s'en vient, puis je suis confiant. Puis l'or, c'est pas un rêve qui est inatteignable. Puis on continue d'y croire, puis on travaille pour. Définitivement, on continue de travailler pour, ça c'est sûr et certain. Fait quoi, juste s'intéresser au flag football, parler aux bonnes personnes, parler aux coachs, parler aux joueurs. Si quelqu'un qui veut me contacter, absolument, ça va me faire plaisir. Puis ouais. Physiquement, là, comment est-ce qu'on s'entraîne différemment? Parce que là, on comprend que la stratégie elle est vraiment différente. Là, c'est deux games complètement différents. C'est pas juste le fait que ce soit avec contact ou sans contact, comme on réfléchit différemment à un jeu, de ce que je comprends, entre le flag et le foot. Ouais. Ben le terrain de flag football il est vraiment plus petit que le terrain, mettons, réglementaire CFL, NFL, parce qu'on joue du 55. Donc, du côté offensif, on a corps arrière, un centre, puis 3 receveurs. C'est ça, 5 joueurs. Puis du côté défensif, on a une poursuiveuse, puis sinon, c'est des demi-défensifs. Puis c'est complètement différent. La stratégie est complètement différente juste parce que le terrain est tellement plus petit. Les fenêtres sont plus petites. Évidemment, étant donné qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de bloc, fait qu'il n'y a pas de joueur de ligne. Les corps arrière, la personne qui reçoit le snap du centre peut pas courir. Fait que ça fait en sorte que le sport est complètement différent au niveau de la stratégie. C'est 4 essais pour se rendre au milieu. Puis une fois qu'on franchit le milieu,
peu importe où qu'on le franchit. Là, on a 4 autres essais pour aller marquer dans la zone des buts. Puis par la suite, c'est ça. On a des convertis de 1 point ou de 2 points. Fait que c'est pas des bottées de placement. C'est un converti de 1 point de la ligne de 5 verges pour essayer d'aller dans la zone des buts ou 2 points de la ligne de 10 verges. J'ai tout compris. Tu Ouais. l'as tellement bien expliqué. Bon, tant mieux. Wow, c'est à toi que j'avais parlé depuis tout ce temps. Ouais. Ok, je suis comme vraiment impressionnée, je suis bouche bée, j'ai tout compris. Ouais. Il fallait que je sois focus quand même. OK, puis là, une fois, ceci étant dit, mais demeure qu'il y a quand même des risques de blessures quand même importants avec le flag, non? Parce que, tu sais, vous bougez, il y a tellement de l'agilité, Ben, c'est ça, quand c'est même là que impressionnant. Là. athlétiquement parlant, c'est encore très différent. Ça veut pas dire que quelqu'un qui a joué au contact toute sa vie peut jamais commencer à jouer au flag football professionnellement. Au contraire, il y a des choses qui se recyclent très bien. Mais c'est des joueurs qui sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus agiles. Fait que c'est des gars qui pèsent beaucoup moins lourd qu'un gars qui a joué pro toute sa vie, qui a besoin de survivre le contact à des dizaines, 75 contacts par match. Il faut que tu aies un petit peu de muscle puis que ton cou soit renforcé, etc. Au flag, c'est plus comme les articulations, ton système, la capacité de ton système nerveux d'embarquer puis faire des changements de direction rapides. C'est des athlètes et des athlètes qui ont des chevilles extrêmement solides. Même toi, dans ta position aussi? Non, moi, dans ma position, c'est un peu différent. Je dirais que c'est... en fait, le carrière, traditionnellement, ne court pas. Il y a des jeux qui font en sorte que, oui, on peut tu sais, comme, je pourrais avoir une course si on me remet la balle après que le snap soit attrapé. Mais pour ma part, c'est vraiment plus comme stratégique. Ouais. Tu sais, C'est toi qui tell the game, right? Pardon? C'est toi qui, genre, tell the game. Genre, c'est toi qui la décide un peu? Ou non? On a des coordonnateurs offensifs qui vont, eux autres, caller des jeux. Fait qu'eux autres, ils vont nous dire, fais ce jeu-là. Puis c'est moi qui étudie les jeux qui sont dans le playbook. Je comprends. Chaque équipe a une stratégie différente. Puis moi, j'exécute. Fait que je dois lire ce que la défensive adverse fait, prendre une décision assez rapide, puis lancer une balle assez précise dans une petite fenêtre pour que ma receveur puisse compléter la passe. C'est ça. C'est Fait qu'il y a beaucoup d'études dans ta préparation, j'imagine. Ouais. Absolument, absolument. Énormément d'études, puis des répétitions, parce que c'est pas très... excuse l'anglicisme, mais c'est pas très forgiving comme terrain, étant donné que les fenêtres sont tellement petites. Il faut tellement qu'on pratique toutes les sortes de lancers dans toutes les fenêtres possibles parce qu'on n'a pas beaucoup de place à erreur. Tu t'expliques c'est quoi une fenêtre? Oui, allez. Je veux tout savoir. Allez-y. Ouais. Allez, vas-y. Non, en fait, c'est dans une défensive, ils peuvent opter à jouer du homme à homme, ce qui veut dire que chaque joueur est responsable pour sa receveur en défense. Ou ils peuvent jouer une zone, qui veut dire, ils vont couvrir une certaine partie du terrain sans suivre une fille, mais aussitôt qu'une fille rentre dans leur zone, ils vont être responsables de couvrir cette section-là du terrain. Puis, les zones, ils vont avoir des trous à certaines places. Puis ça, c'est une fenêtre. Fait que dans le fond, si une receveur court un certain tracé, dépendamment de la zone qu'ils font, il va avoir des trous à des places différentes. Puis il faut être capable de rendre le ballon soit aussitôt qu'ils coupent sur leur tracé ou un peu plus loin dans leur tracé. Ça dépend vraiment du mouvement de la défensive adverse. Bien placer le ballon dans le petit trou qui reste pour que le ballon fasse corps arrière, joueur offensif plutôt que défense. Il y a aussi il faut se dire qu'il y a une poursuiveuse à 7 verges de la ligne de mêlée. La ligne de mêlée, Ça, c'est le rusher. Exactement, le rusher. Je le connais, lui. Ouais. Puis il y a personne qui a le droit d'être dans le chemin du rusher. Fait qu'elle a une ligne directe vers le corps arrière. Fait que ça Si fait elle en court sorte... vite, puis attention, là, attention. Exact. Ça là. fait en Si sorte elle a qu'on des a longs comme... Des longs bras. Ouais. Parce que, fun fact, Phil, mon copain, est rusher, vous comprenez? Fait que quand tu disais poursuiveur, tantôt, je suis genre, I think I know what it is. Ouais, Ok, exact. cool. Fait qu'on a vraiment comme une fraction de seconde pour exécuter le jeu, faire la bonne lecture, rendre le ballon avant que le rusher ou la poursuiveuse se rende à la corps arrière. Là, j'ai une question. Parce que, bon, quand vous avez commencé le flag, c'était peut-être pas autant sérieux comme sport. C'était peut-être pas, justement, qualificatif pour les Jeux olympiques. Team Can était peut-être un peu moins compétitif, sélectif. Je sais. Puis là, quand
le sport a pris de la popularité, puis il y a les jeux possibles. Est-ce que ça vous a mis une pression supplémentaire dans votre jeu, dans vos entraînements, dans comment vous vous entraînez avec le Team Spirit? Genre, c'est un peu ouvert là, comme sujet, mais à quel point ça a eu un impact sur la façon que vous approchez votre sport au final? Ben, dans mon quotidien, je peux pas dire que c'est une pression. C'est sûr que quand tu dis... Je pense qu'on se compte tous, ou en tout cas, je vais parler pour moi, je me compte très chanceux de même pouvoir me poser la question puis d'avoir le droit de rêver à ça. Parce que c'est pas tout le monde qui, ont une passion dans la vie puis qui ont autre chose que juste se débrouiller. Fait que de pouvoir avoir le droit de penser aux Olympiques, c'est quelque chose que je vais forever être reconnaissant. Maintenant, dans mon quotidien encore là, j'utilise ça parce que soudainement, il y a des ressources qui sont disponibles. Je m'entraîne dans quelques gyms qui ont différentes installations pour la préparation que j'ai besoin, mais tu sais, au Centre Claude Robillard, il y a un gym dans le sol qui s'appelle Excellence Sportive Île de Montréal, qui est comme réservé pour des athlètes qui font partie d'une fédération reconnue par le gouvernement. Puis c'est des athlètes qui sont identifiés comme avoir du potentiel pour pouvoir donc décrocher des médailles olympiques, etc., participer à des Jeux mondiaux. J'ai vu Marie-Héloïse s'entraîner là-bas, justement. Bon, fait que tu sais de quoi je parle. Fait que les gyms, justement, bon, ben, d'avoir ça disponible, c'est comme, OK, ben tu vois, à chaque fois que je prends mon sac puis que je m'en vais là, ben oui, évidemment que le rêve olympique est là. Mais tu sais, après ça, comme j'ai mentionné, je suis très reconnaissant pour ce que j'ai pu vivre depuis 4 ans. Je suis très reconnaissant de pouvoir le vivre encore à ce jour. Qui sait ce qui arrivera d'ici 2028. Je serai reconnaissant de ce qui arrivera rendu là. Mais je pense qu'en tant que communauté ou en tant que joueur actuel, notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'on fait à tous les jours, on est prêt à embarquer sur un terrain de flag football, représenter notre pays, puis de s'assurer qu'on qualifie le Canada pour qu'arrivant en 2028, il y ait quelqu'un qui puisse le vivre, ce rêve-là, si c'est pas nous, tu sais. Mm-hmm. Je suis un peu du même avis, là. Je pense que mettons, de notre côté, je dirais que vraiment c'est ça. On ressent pas nécessairement la pression, mais on est juste vraiment reconnaissante puis contente d'être là. Puis aussi, un peu comme qu'est-ce que Guillaume disait, dans mon quotidien, je suis vraiment chanceuse, je me suis super bien entourée pour ma préparation physique. On est vraiment chanceuse d'avoir des super bons coachs. Mes coéquipières, on a tellement vécu des choses fortes ensemble, on est quasiment rendus comme des sœurs. Fait que quand on se déplace pour un entraînement ou une pratique ou quoi que ce soit qui est comme relié à l'équipe nationale, je pense qu'on est juste toutes contentes d'être là. On est juste reconnaissant d'être capable de s'entraîner avec des bons entraîneurs, ou on est reconnaissante d'avoir des aussi bons coachs, ou on est reconnaissante de se retrouver encore ensemble puis d'être capable de compétitionner à ce niveau-là ensemble. Fait que c'est ça, je pense que c'est juste, on est content d'être là. Puis, au niveau qualification olympique, quand on est sur un terrain, on y réfléchit pas vraiment. Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir vraiment. Ça va tellement vite, hein? Ouais. Puis, c'est vraiment comme, c'est un sport qui te force tellement à être dans le moment présent parce que aussitôt qu'un jeu termine, t'as 25 secondes pour décider le prochain jeu, puis l'exécuter. Puis après ça, dépendamment du résultat de ce jeu-là, il faut qu'on se prépare pour la nouvelle situation, un nouveau jeu. C'est vraiment... T'as pas le temps de réfléchir parce que c'est sans arrêt. T'es tout le temps en train de trouver la prochaine solution, la prochaine stratégie pour essayer d'aller marquer. Fait que quand on est sur un terrain, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est vraiment, c'est quoi la prochaine étape pour qu'on puisse favoriser, s'aider à marquer ou aller chercher l'avance. Ou on réfléchit pas vraiment, mettons, la qualification. C'est peut-être après. Depuis l'annonce aux Olympiques, les programmes de flag ont pris une autre vitesse. C'est fait ça. que là, tout est comme... à chaque fois qu'on parle qu'on va faire quelque chose, soudainement, il y a l'aspect performance ou excellence qui embarque. Fait que là, nos camps d'entraînement qui auraient pu être dans un dôme ici, dans la région de Montréal, soudainement,
ben il y a des ressources qui nous sont mises disponibles. Puis là, on voyage à San Diego, à Chula Vista. Il y a un Olympic Training Center qui est là. Le staff nous attend, c'est organisé. Mais c'est ça. Mais mettons, on prend un pas de recul, Ouais. puis j'aimerais ça qu'on parle peut-être du processus de qualification pour les Olympiques. Mais vous revenez tout juste d'un camp d'entraînement qui avait l'air absolument incroyable. Vous avez reçu une grosse surprise là-bas aussi. Pourquoi vous étiez là? Comment, tu sais, peut-être juste... je pense que ça va intéresser tout le monde de savoir qu'est-ce que vous faisiez là-bas, comment c'était structuré, puis genre, c'est quoi le team spirit On aussi. est encore... On arrive à la fin du cycle d'essai ou de try-out de l'année dernière. Fait que l'année dernière, il y a eu ce processus de try-out régional par province, par région. Il y a un top 50 qui a été sélectionné, qui a été invité à Montréal au Sepsum une fin de semaine de mai en 2025. De ces 50-là, ils en ont choisi 18 gars. Tous 18 de filles. Montréal. Non, En tout cas, des filles. Côté des filles, oui. Côté Ah, des ok, filles, excusez, absolument. Après ça, du côté des gars, c'était majoritairement, effectivement, de la province du Québec. Il y a des gars de Québec, il y a des gars de Montréal, Gatineau. Après ça, c'était Ontario, BC, Manitoba, Alberta. En tout cas, bref, on était comme mieux représentés. Ah non, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est tous de la province de Québec. Mais Ouais, ma grande majorité. genre en grande majorité, c'est ça que je voulais dire. Notre Je me suis carrière trompée. vient de la Colombie-Britannique. Ouais, OK. On a d'autres athlètes qui viennent de la région d'Ottawa, puis etc. Ouais. Fait que ce 18-là, après ça, est parti pour un petit camp d'entraînement. Parce que l'année passée, comment c'était fait? Tu avais les try-outs au mois de mai. Puis après ça, tu avais un tournoi hyper important au mois de fin août, début septembre? C'était en septembre, quand même. Ouais. Au mois de septembre. Fait que tu avais comme très peu de temps entre les deux pour assurer de monter une cohésion d'équipe, une stratégie. Du côté masculin, on avait des coachs qui venaient du milieu du contact, justement, qui avaient beaucoup d'expérience dans la Ligue canadienne de football, qui s'est adapté aux règles puis aux stratégies. Fait qu'on a été capable de faire un camp d'entraînement ici avant de partir. Puis après ça, on a fait ce tournoi-là au Panama. Puis en revenant, on a comme fait « Wow, OK, ben ceux qui ne s'attendaient pas à ça, mais ils ont fait comme « Wow, OK, il va falloir qu'on continue de pratiquer pour espérer gagner l'or aux Olympiques ou même juste qualifier le pays. » Pourquoi, on s'attendait pas à... Parce que tantôt, on parlait du système de la position de carrière. Chaque pays a son système très particulier puis unique à son style de jeu. Fait que les Américains et les Mexicaines ont des athlètes à différentes positions qui leur permettent d'avoir différentes stratégies de jeu. Fait que les jeux se ressemblent pas d'un pays à l'autre, par exemple. Japon, genre complètement différent Japon, aussi. complètement différent, super unique, mais tellement le fun à voir aller. Mais eux, tu sais, leur carrière, souvent, en situation où est-ce qu'ils peuvent courir, ou leurs athlètes, il y a beaucoup de leur jeu qui se passe derrière la ligne de mêlée. C'est-à-dire qu'il y a des remises, il y a des feintes de remises. Puis ça permet à leurs athlètes, d'après ça, de courir avec le ballon. Dans une équipe qui est plus standard, comme, je nomme un pays genre, mettons, l'Autriche ou l'Italie, ou même le Canada masculin et féminin aussi, c'est plus un corps arrière ou une corps arrière qui reçoit le ballon, puis après ça, il y a un jeu qui est dessiné, puis lance le ballon. Puis on a des très bons carrières techniquement pour lancer le ballon. Les États-Unis puis les Mexicaines ont des carrières très mobiles. Fait qu'eux, ils leur donnent l'option de courir si jamais ils n'ont pas d'option pour lancer. Je comprends. Si je comprends, je pense que tout le monde a très bien compris. OK, nice. Mais ouais, Fait que continue. les camps d'entraînement, puis les tournois, en fait, puis l'exposure, quand tu voyages, puis tu vois du flag, c'est de dire ça, j'aime ça j'aime pas ça. Ça, je pense qu'on serait bon à le faire. Ça, je pense qu'on serait nul à le faire. Fait que les camps d'entraînement, après ça, de pouvoir aller à San Diego, à Chula Vista, pratiquer ces affaires-là, c'est hyper important, puis ça nous permet d'ajuster nos stratégies en fonction des athlètes qu'on a recrutés pendant les tryouts, par exemple. Fait que là, Team Can et Team Can féminin et masculin sont allés à San Diego s'entraîner pendant une semaine. Puis, tu sais, pour vous, c'était une première expérience autant structurée, autant wow, ça a l'air... Vous aviez l'air d'être vraiment bien supporté. Vous avez aussi pour ceux qui écoutent en vidéo, vous allez voir à quel point Sarah et Guillaume affichent fièrement leurs couleurs. Puis aussi un partenaire important pour Team Canada, Nike, ce qui est quand même une grosse annonce. Nike, ils n'ont pas signé plusieurs... c'est quoi? Nike a choisi 3 équipes à sponsoriser, dont Team Can. Ouais. C'est ça? Ouais. Team Can, la Grande-Bretagne et le Mexique. Exact. On est toutes des athlètes Nike maintenant. C'est quand même extraordinaire. Là. Ouais, vraiment. Vraiment. C'était notre deuxième fois à San Diego. OK.
pour un camp d'entraînement. Puis juste la différence entre... Le premier était au mois de novembre. La différence entre celui du mois de novembre et celui du mois de... On était le mois dernier. Ouais. Ouais. Février. Ça, c'est 1er de mars. 1er de mars. Ouais. Ouais, c'est ça. La différence entre les deux, c'était incroyable parce que là, on avait des gens de Nike qui étaient là pour nous demander notre avis sur des crampons, sur des gants, sur quel genre d'uniforme on aurait porté. Ils étaient vraiment là à l'écoute de nous pour savoir, mettons, c'était quoi nos besoins. Puis ils voulaient vraiment nous supporter là-dedans. Fait que je pense que ça donne encore plus une reconnaissance. Puis de montrer que ils croient en nous, puis ils pensent vraiment que nous représenter, en fait, ça nous donne beaucoup de crédibilité, puis qu'ils sont fiers de nous représenter, puis nous autres, on est vraiment reconnaissantes de ce support-là. Puis sur le sideline, on avait des gens de la CFL qui prenaient du contenu pour nous mettre de l'avant. C'est ça, par rapport à la CFL, il y avait des petites entrevues, des trucs comme ça. Fait qu'il y avait beaucoup de monde autour du sideline la dernière fois qu'on était à San Diego versus la première fois, juste parce que là, étant donné que les Jeux olympiques d'hiver sont terminés, là, il y a un petit peu plus d'attention sur les Olympiques d'été qui s'en viennent. Puis là, tout le monde est là pour nous donner travaille un peu dans plus la même direction. Exactement, Ouais. pour nous donner plus de visibilité, Puis pour en dire plus sur le partenariat avec Nike, c'est complètement fou. Ouais. J'ai vu Petite les fille, images. petit gars là, qui c'est rêve à malade. quelque chose dans le genre, c'était above and beyond. Puis pour te dire, ils ont envoyé une petite équipe, ils appelaient ça le product team. Fait qu'ils sont là, c'est des inventeurs. C'est des inventeurs de comme, OK, on veut dessiner, inventer un crampon spécifique pour le flag football. Sarah Parker, Guillaume Belland, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, après ça, c'est fou. comme, tu t'imagines aux Olympiques, ton uniforme a de l'air de quoi? Oh. C'est comme, vous êtes déplacés pour savoir qu'est-ce que moi je veux. C'est complètement capoté. Puis des deux côtés, sans se le dire, en plus, on a dit, aux Olympiques d'hiver, le chandail de hockey Team Canada était vraiment bien fait. C'était simple, mais en même temps, tellement cool. Le noir, le rouge. Puis il y a un des gars qui était là qui a fait, c'est drôle, tu dis ça, c'est moi qui l'ai fait, ce chandail-là. Ouais. Fait que c'est comme, Wow. OK. Fait on parle de ressources qui sont Vous savez investies que dans les mots que vous dites vont avoir un impact Direct, sur... ben ouais. tout à fait. Fait que non, le partenariat est énorme. Puis en termes de gear, évidemment, mais aussi de ressources financières qui vont nous permettre de faire plus de camps d'entraînement comme ça, de pouvoir mieux s'équiper, de pouvoir avoir des camps d'entraînement aussi ailleurs, puis juste être plus prêt pour les Olympiques. Et c'était clair le message aussi, quand il nous parlait en tant qu'équipe, c'était comme, on est là pour vous supporter, c'est cool, mais on veut que vous gagniez l'or, tu sais. Puis c'est comme podium, or, médaille... on veut que vous performez, on n'est pas là pour supporter une équipe qui va finir. J'ai des milliards de sixième, questions à travers tout ça. Là. Je ne sais pas par commencer, mais je reviens juste sur la notion de pression. Là, là c'est quand même... C'est pas des mots qui tombent dans l'oreille d'un sourd. Là. J'imagine Non. de votre côté comment vous réagissez face à ça. Est-ce que vous... je sais que quand vous jouez, vous êtes focus, mais par après, c'est quoi la dynamique dans le camp d'entraînement, sachant à quel point les gens investissent en vous et croient en vous, en votre équipe, mais aussi vous êtes l'individu qui composez cette équipe-là aussi, fait que vous ne devez pas disappoint. Pardon. Ce qui est cool du flag, c'est que ça va tellement vite que c'est tes réflexes qui embarquent. Tu n'as pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je devrais faire ou pas. Puis oui, l'aspect, la psychologie de performance embarque, mais pendant le jeu, c'est très rare que tu as le temps de réfléchir à ça aussi. Mais Tu commences pendant le jeu. Ben C'est oui, quoi la dynamique dans le camp? C'est pendant le camp. Ouais. Mais tu sais, je pense que, encore là, comme Sarah, puis je le mentionnais tantôt, on est tous très reconnaissants d'être là. On a du plaisir à le faire. Puis à la base, on est des gens très passionnés par ce sport-là. Fait que de pouvoir jouer au flag football un mardi, deuxième pratique dans la journée à 4h PM. Puis le setup est juste incroyable. Des montagnes, un lac, puis ça n'a pas de sens. Puis t'es entouré des meilleurs au pays. Meilleurs coachs, meilleurs athlètes, meilleurs gear. Tu profites du moment puis tu performes en fonction de je suis passionné, je veux devenir le meilleur dans ce que je fais. C'est tous des athlètes qui, individuellement, pour se rendre là, ont déjà fait des sacrifices. Puis ont déjà eu la pression de comme je veux passer d'une activité récréative à une activité de performance puis faire l'équipe nationale. Fait que des sacrifices, tout le monde en a fait pour se rendre là. Personnellement, je veux dire, des fois, I guess que ça... Je suis juste comme ça dans ma tête, mais des fois, je me retrouve dans des contextes sociaux avant de faire l'équipe canadienne, puis je savais que les tryouts s'en venaient, puis je me prenais à
me mettre à penser à ça, me mettre à penser au tryout. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais à être en train de, tu sais, comme boire de la bière dans un parc. Puis il y a un moment dans ma vie que je pense que ça va me suivre tout le temps. Je suis parti de cet événement-là pour ramasser mon échelle chez moi, aller au parc, puis juste faire du footing. Faire des choses que je connaissais très bien, puis que j'avais déjà faites. Mais j'étais comme, c'est tellement important pour moi que je peux pas faire d'autre chose que ça en ce moment. Fait qu'après ça, fast forward dans un camp d'entraînement, cette réflexion-là, je l'ai comme déjà eue. Puis je pense que les gens autour de moi, c'est la même chose. C'est tous des gens excellents dans leur sport, passionnés. Fait que je pense qu'une fois que tu es dans le moment, c'est comme j'optimise. Tu vois les gens prêt. À la cave. En gros, comme, toi, tu étais prêt. Ben oui, puis je pense que tout le monde autour de moi aussi, puis pour les filles, ça va être la même chose. Puis la cafétéria, c'est comme tu manges bien, tu t'assures que tu te couches tôt, puis il n'y a personne qui va à l'extérieur du contexte du flag, puis qui veut performer. Puis pour ajouter à ça un peu, c'est quasiment drôle quand on revient à la maison, on dirait qu'on s'ennuie de ça. On est comme, on recherche... mettons, si je me mets après l'été que j'ai vécu l'été dernier. Les filles, on est allées au Panama comme les gars, mais aussi avant ça, on avait une autre compétition qui était en Chine. Nous autres, notre été a été super intense. On a pratiqué 3-4 fois par semaine. On avait des meetings. On a fait 2 voyages ensemble. Après l'été, la saison universitaire embarque. Puis c'est 2 réalités complètement différentes. Puis là, les filles, mettons, de l'équipe nationale, on se regroupait pour se reparler, puis on était comme, on recherche encore, tu sais, cette intensité-là, cette piqûre-là, puis on a juste hâte de se retrouver dans cet environnement-là parce que on aime ça se faire pousser, on aime ça en demander plus, on aime ça, tu sais, vraiment apprendre à un rythme super rapide, puis on aime ça être challengé. Puis je pense aussi, l'aspect, mettons, de pression quand on parle des Olympiques, je pense aussi que ça dépend vraiment beaucoup de notre perception de la situation. On n'a jamais été athlète olympique. Ouais, fait qu'on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. On dirait qu'il y a comme pas cette pression-là parce que on se dit que la seule chose qui peut arriver, ben... Ça pourrait être une belle surprise, genre? Exactement. Ben, on est dans le processus, on en profite. À chaque année, il y a 24 athlètes qui peuvent faire partie du processus national puis s'entraîner puis assister à ces camps d'entraînement-là. Fait que je pense qu'on est juste contente de faire partie du processus puis éventuellement, ben si ça découle, tant mieux. Puis sinon, ben on est juste vraiment contente d'avoir eu l'opportunité d'en faire partie aussi longtemps qu'on l'a fait puis de voir aussi, tu sais, le sport évoluer. Je pense que les athlètes qui ont déjà fait partie du programme national qui sont peut-être retraités, ben ils vont tous ouvrir la télévision pour regarder le flag football en 2028. Peu importe si ils voulaient être là ou pas, ils vont être contents de l'écouter. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Étant donné que ben j'ai jamais été athlète olympique, je sais pas c'est quoi. Ben pour moi, je perds pas quelque chose si je le fais pas. J'ai juste l'opportunité de gagner. Vous êtes vraiment inspirants tous les deux. Hein? Ouais, je sais pas si vous savez, mais genre, je me mets beaucoup dans la peau. Tu sais, quand je fais des balados, je me mets beaucoup dans la peau de l'audience qui écoute, puis j'essaie de prendre un peu de recul puis poser les questions que les gens se posent. Puis le seul commentaire que j'ai, c'est comme, vous êtes vraiment inspirants. Je sais que ça va résonner en beaucoup. Puis pas juste les gens qui pratiquent le flag, mais comme dans plusieurs autres sports. Je pense que tu allais dire quelque chose. J'allais juste parler du succès international que les filles et les gars on a eu. Je pense que ça enlève un peu de pression aussi, dans le sens où les filles reviennent d'une immense performance au World Games, qui est juste en dessous des Olympiques, la plus grosse compétition que tu peux avoir. Est-ce qu'on peut en parler? En masse. C'est les gars, dans le qualificatif pour l'Allemagne, on a gagné la médaille de bronze au Panama. Je pense que ça, c'est comme... Absolument. Mais je pense que ça, c'est comme... OK, on a travaillé pour, on s'est entraîné pour, on avait de la pression, on a performé. Maintenant, on est bon. Est-ce qu'on est satisfait? Absolument pas. C'est nice. La vision puis le rêve reste encore de qualifier le Canada pour les Olympiques, gagner l'or. Fait qu'on vivra cette pression-là peut-être plus tard, mais pour l'instant, ça fonctionne. Fait que essayons juste d'optimiser ce qu'on vit là en ce moment. Ouais. Puis on verra plus tard. Puis du côté féminin, notre entraîneur-chef, c'est une femme. Elle s'appelle Rachel Lessard. Je voulais lui faire un shout-out parce qu'elle est incroyable. Rachel, elle a fait le calcul, puis il y avait 77 jours entre le moment où est-ce qu'ils ont formé l'équipe nationale et le premier tournoi qu'on a fait l'été dernier. Puis on est revenu à la maison avec une médaille de bronze aux World Games et une médaille d'argent au Panama. D'ailleurs, on pourra en parler. Ben, c'est ça. Ouais, cette situation-là est un petit peu décevante, mais
on a quand même eu des excellents résultats avec si peu de préparation. Puis maintenant, on a toutes les ressources, puis on a tout le support. Puis là, on est juste comme... Let the magic happen. Tellement. Exactement. C'est que là, on peut... tellement jeune. Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a encore tellement de place à amélioration. Puis nous autres, on dirait qu'on le réalise pas parce qu'on n'a jamais eu accès à ces choses-là. Fait qu'on en profite. Puis c'est le fun qu'on puisse juste réfléchir à être des athlètes, tu sais, pour une fois. Ouais. On peut vraiment se concentrer sur notre préparation physique, sur étudier. Là, on a juste besoin de se présenter à la pratique à l'heure que la pratique débute. Après ça, on marche à la cafétéria. Après ça, on va au meeting. Ça, c'est pendant le camp d'entraînement. Ouais, mettons pendant le camp d'entraînement. Il y a un chef qui t'attend, qui a préparé de quoi qui est spécifique. Le menu, c'est marqué les calories, les protéines que tu ingères, bar à salade, comme tu dis, performance excellence, c'était vraiment la définition du petit rêve du rêve de petite fille, petit gars qui se voyait un jour jouer professionnellement. On se sent vraiment comme des athlètes, athlètes professionnels. Est-ce que vous revenez ici puis vous êtes en train de, genre, justement, ça vous a permis de vous élever un peu, puis là, vous revenez puis vous êtes genre, OK, on continue sur cette excellente lancée-là? Ouais, je pense que ça augmente nos standards personnels, puis étant donné que là, on comprend, mettons, que c'est vraiment sérieux, puis qu'on a le monde autour de nous qui ont comme la même vision que nous. On a des coachs qui nous aident à nous développer, puis la vitesse à laquelle on doit progresser, elle est super rapide. Fait que ça nous force de comme... Moi, je l'ai remarqué à la maison. Ouais, de comme suivre... plus de ONU, là. Juste des barres de protéines. Bon, ben c'est ça. Je pense que le standard est vraiment plus élevé qu'il l'était, puis on suit la tendance, puis on adore ça. Fait que c'est pas difficile pour nous, mettons, d'augmenter l'intensité un petit peu. Et nos coachs sont engagés à l'année longue aussi. C'est pas des jobs à temps plein, loin de là. Mais tu sais, côté masculin, coach Lapo, Joel, Pat, même la thérapeute, ils sont tous investis à prendre de nouvelles. Tu sais, à travers les semaines, les mois, on fait des meetings. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une idée, on se la partage. Il y a quelque chose qui est fait, puis on se sent supporté à ce niveau-là. OK. On va parler de vos 2 dernières performances, mais avant, peut-être finalisons, c'est quoi le processus de qualification de Team Cannes pour les Jeux olympiques? D'une part, en tant qu'équipe, mais aussi en tant qu'individu. Mm-hmm. Est-ce que c'est la même chose pour masculin et féminin? J'imagine que oui. Mais ouais. Ben, en tant qu'individu, c'est la même chose à chaque année. Le processus de sélection recommence à zéro. Fait qu'on se présente au camp d'identification dans notre province. Ensuite de ça, ils vont sélectionner les 50 meilleurs pour le dernier camp de sélection du top 50. Et ensuite de ça, dépendamment de combien d'athlètes chaque équipe veut prendre, soit le 12 qui voyage, il est sélectionné, puis nous autres, on est 24. Du côté masculin, je pense qu'on sélectionne 18. Fait que c'est quoi qui explique la différence? Il y en a... Okay. Je la connais pas, en tout cas. Ouais, moi non plus, je sais pas. Puis qualification olympique, il y a juste 6 pays qui se qualifient pour les Olympiques. Mais juste pause, c'est quand même délicat. Ça se peut que vous qualifiez votre équipe puis que individuellement vous ne soyez pas sélectionné pour Team Canada. Donc, je pense que, tu sais, quand vous êtes dans cet état de pleine gratitude-là puis de reconnaissance-là, c'est que là, en ce moment, vous faites partie de Team Canada, vous l'aidez à grandir puis à bien se qualifier. Mais en même temps, vos prochains camps de sélection en tant qu'individu sont au mois de mai prochain, puis vous n'avez pas une place garantie. Fait que c'est quand même délicat, tu entends? Exact, mais c'est le monde du sport, puis tous les pays font ça, puis c'est hot. Moi, je toutes les disciplines sont même aussi. Les Olympiens, à chaque année, doivent se requalifier. Là, il faut qu'ils performent à chaque année, à tous les 4 ans, mais peu importe, il y a des compétitions à chaque année puis ils doivent défendre leur place sur l'équipe nationale. Puis, tu sais, s'ils se font débarquer, ben après ça, il faut qu'ils grimpent les échelons, puis ça peut être long, puis ça peut être prenant. Puis, il y a quelque chose. C'est parce que j'ai craqué, là. C'est comme vraiment intense. Top soise, totalement déchiré. Ouais, exactement. Oups. Fait que, ouais, non, je pense que c'est la réalité. Puis, on l'a choisi, cette vie-là aussi. Je pense que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui vit trop de pression à stresser, qui va pas faire l'équipe, c'est peut-être juste pas la bonne voie à choisir. C'est bon. Puis, du côté féminin, moi, j'ai commencé en secondaire 1. Puis, à ce moment-là, c'était juste un sport de printemps. Fait qu'on jouait juste... pendant 1 mois et demi à la fin de l'année scolaire, puis c'était tout. Là, les filles de flag plus jeunes, ils jouent depuis le
le primaire des fois, puis ils ont des programmes élites qui roulent à l'année longue, puis eux autres, ils ont des chances de se développer beaucoup plus à leur âge que quand que nous, on avait leur âge, mettons. Fait que les plus jeunes, ils nous poussent énormément parce qu'ils sont super talentueuses, même si, tu sais, ils ont un peu moins d'expérience que nous, admettons. Ben, moi, je pense que ça va juste rendre notre programme meilleur parce qu'ils viennent pousser les filles qui ont un peu plus d'expérience à aller chercher encore plus... aller chercher encore plus de performances physiques. C'est une excellente mentalité à avoir. Ouais. Ben, c'est que l'objectif, c'est de gagner une médaille aux Olympiques. Fait que, l'objectif, c'est que le Canada soit là, puis qu'il y a quelqu'un qui a la chance, tu sais. Puis après ça, tu penses à la relève, puis la relève, ben, de manière imminente, c'est d'autres gens qui sont des amis, qui sont des connaissances, mais éventuellement, c'est nos enfants, là. Genre, c'est énorme, tu sais. Puis je pense à tous les gens qui en ont des enfants ou qui ont des petites sœurs ou des petits frères qui commencent le flag, puis qu'eux ont la chance d'être sur l'équipe nationale en ce moment. Ben ouais, je voudrais qu'on donne tout ce que ces gens-là donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir qualifier l'équipe pour que les prochains aient une chance de... Puis que ce partenariat puisse continuer, puis renouveler, puis que Football Canada voit encore, tu sais, un potentiel de médaille dans le flag. Puis ça, c'est de l'argent qu'on doit aller chercher à chaque année. D'ailleurs, c'est le flag pour faire ces camps d'entraînement-là, ça prend des ressources. Puis le gouvernement a des fonds à attribuer, puis il va les attribuer à ces sports et ces disciplines qui ont le plus de chances de médaille. Fait que dans les dernières années, avec le succès que les filles ont eu, que les gars ont eu aussi, puis tu sais, je mentirais que si je dirais pas que la victoire qu'on a eue contre les États-Unis cet été à Los Angeles, ça l'a propulsé ces discussions-là à un autre niveau qu'on pensait jamais avoir. Puis ça montre à quel point, tu sais, justement, le coaching staff puis Coach Lapeau, il est investi dans ce programme-là, puis que tout compte. OK. Ben, on va revenir justement sur tout ça. Puis là, mettons, on revient à ensuite la qualification des équipes parce que j'ai fait une énorme tangente. Je suis vraiment désolée. Bon. Qualifier les équipes. Ouais. Fait que depuis... parce que je peux partir sur une non, je vois la ligne. Ouais, c'est bon. Je veux savoir. Ouais. Tantôt, je disais, les Olympiques, c'est en 2028. Puis on voit ça comme si c'était genre dans une décennie. Là. Mais les Olympiques 2028 ont commencé l'année passée. On commençait en septembre 2025, ou avant ça, mais bon, en septembre 2025, tu avais les continentaux pour les Amériques. Fait que là, excusez-moi, le micro. Tous les pays en Amérique, fait que du Canada jusqu'au Brésil, puis tu avais une quinzaine, voire peut-être même 18 pays qui étaient inscrits, compétitionnaient pour un top 5. Le top 5 de ce tournoi-là, gars et filles, se qualifiait pour l'Allemagne en août 2026, dans quelques mois. Le podium de l'Allemagne cet été se qualifie, ou le top 2, en excluant les États-Unis, parce qu'obviously, les Olympiques sont à LA, fait qu'ils sont déjà invités. Fait qu'assumant que les États-Unis font le podium, les 2 autres places du podium vont se qualifier aussi pour les Olympiques. Fait que ça, quand je dis que les Olympiques ont commencé depuis l'année passée, c'est qu'il a fallu que nos groupes respectifs, on qualifie le Canada pour participer en Allemagne. Puis encore là, la mission cet été, c'est de finir sur le podium, gagner l'or, bien évidemment. Mais un autre niveau, c'est de pouvoir assurer notre place aux Jeux olympiques 2028. Si par destruction totale et par mégarde, on se qualifie pas là cet été, il va y avoir 2 autres tournois. Un autre continental pour qualifier son pays pour le dernière chance tournoi mondiaux de flag en 2027. Où est-ce que là, les 3 dernières places des Olympiques, donc le podium 2027, qui, je ne sais pas est où d'ailleurs ce tournoi-là, mais bon, peu importe. On ne sait pas encore. Ces 3 dernières places-là vont être assurées à ce niveau-là, en 2027. Fait que, comme Sarah disait, il y a 6 pays. La première est sécurisée par les États-Unis qui host. Les 2 autres se décident par le podium ou les 2 premières places de cet été en Allemagne. Puis les 3 dernières places en 2027. Fait que oui, les Olympiques ont commencé il y a vraiment longtemps. Puis quand je disais que s'il y a quelqu'un qui démontre de l'intérêt pour du flag ou qui se voit jouer aux Olympiques un jour, que tu sois un pro en ce moment CFL ou NFL, puis que tu sois retraité ou tu vois faire autre chose, il faut commencer là tout de suite parce que c'est maintenant qu'il faut envoyer les meilleures éditions de Team Canada possibles parce que si ça se passe pas là tout de suite, ça se passera jamais. Il va falloir attendre un autre cycle olympique. Fait que là, ces individus-là qui sont des ressources, des athlètes incroyables, il faudrait qu'ils se présentent au mois de mai au camp de sélection. Dans le meilleur des mondes, oui, c'est tout de suite. De Team Can, idéalement, cette année. Oui, parce que la transition se fait pas tout de suite. Sur Team Can au championnat du monde à Düsseldorf, merci. En Allemagne. En Allemagne. Mais oui, mais juste de commencer le processus, parce que, encore là, je reviens sur la game qu'on a vue en fin de semaine,
ça se fait pas en 24 heures, ça se fait pas en une semaine. Puis pour les meilleurs athlètes, de changer ton style de jeu, la manière dont tu réfléchis, puis ta composition corporelle, habituer ton corps à bouger à certaines manières. En défense, apprendre à déflaguer, c'est Ouais, j'ai un vu autre des skill reels, complètement. les joueurs de la NFL, ils savaient vraiment pas comment faire. Là. Exact. Encore là, les joueurs pros en ce moment qui vivent de ça sont assez athlétiques pour l'apprendre, mais tu vas pas l'apprendre en une semaine. Fait que si tu penses aux Olympiques 2028, il faut que tu qualifies ton pays là en 2026, puis après ça, ou si jamais en 2027. L'invitation est lancée à tout le monde au Canada. Même Comment on s'entraîne pour jouer au flag? Genre, ça ressemble à quoi votre semaine d'entraînement? Puis je dis, pas juste jouer à des games, là, mais ça ressemble à quoi, genre, une semaine d'entraînement typique pour un athlète ou une athlète en flag? De flag, on dit plus, j'imagine, qu'en flag. C'est difficile à dire. Étant donné que, tu sais, dans une off-season, il y a plusieurs phases différentes d'entraînement pour arriver à l'objectif qu'on veut atteindre, mettons, en saison. Personnellement, moi, je m'entraîne 5 fois par semaine dans la salle de musculation. Sinon, ben, c'est mes pratiques régulières à l'université ou avec le programme national. À quelle fréquence tu vas avoir une pratique dans une semaine? Ben c'est ça dépend vraiment de si on est en saison régulière ou en saison morte. En ce moment, on a une à deux, dépendamment de la disponibilité du track. Mettons 2 tracks par semaine. Fait que deux courses en plus de mes 5 entraînements en muscu. Oui, vous faites la course aussi? Ouais. Ouais. Avec, mettons, l'annonce des Olympiques, là, il y a la discussion de comment qu'on fait pour que nos athlètes se fassent carter, puis qu'il y ait la reconnaissance de je suis une athlète de haut niveau, puis avoir un certain support financier du gouvernement. Puis pour ça, il faut avoir des statistiques, puis les statistiques, ils viennent avec des tests physiques. Puis on a réalisé en faisant des tests physiques qu'il faudrait qu'on soit capable d'avoir des meilleurs résultats pour avoir, tu sais, être dans les barèmes pour qu'on puisse, mettons, avoir cette opportunité-là d'être... C'est bizarre, non? Ouais. Ben en fait, c'est que, étant donné que c'est un nouveau sport, là, on ne sait pas vraiment comment ça va se faire, le processus de, ben, quelles statistiques on va regarder, comment qu'on justifie les filles qui ont du support financier versus non. Puis évidemment, ben, faire du track, ça l'aide, mettons, nos receveurs à courir plus rapidement, à être plus explosifs. Sur un terrain de flag, c'est super important d'être capable d'accélérer super rapidement, mais aussi de décélérer super rapidement, faire des changements de direction super rapides. C'est pour ça qu'on a eu la chance maintenant d'avoir un coach de track, puis on fait ça ensemble quelques fois par semaine pour développer notre vitesse, notre agilité, tout ça, pour être capable de... Nous autres, notre rivalité contre le Mexique, est quand même assez intense. Puis c'est une équipe qui nous joue beaucoup en homme à homme. Ou en femme à femme. C'est drôle, j'ai entendu le dire tantôt. Puis dans Ouais. mon équipe de mix à Flag Plus, quand je veux caler ce genre de coverage-là, qui essentiellement chaque athlète couvre un athlète spécifiquement, je suis toujours homme à homme, femme à femme. Ouais. Fait qu'ils nous jouent beaucoup en femme à femme. Ils sont très, 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 très athlétiques. Du côté de notre offensive canadienne, on est très stratégique. On essaye beaucoup de battre les défensives adverses en ayant comme un surnom soit vertical, horizontal, ou de travailler avec des leverages. Ça veut dire, mettons, l'alignement défensif, l'alignement de la fille en défense contre notre receveur. S'il est un peu à l'extérieur d'elle, ben, si on l'envoie, notre receveur, vers l'intérieur, on a déjà une longueur d'avance sur elle en termes de position. Ouais. Mais étant donné qu'ils nous jouent beaucoup en femme à femme puis qu'ils sont vraiment athlétiques, ben on se dit comment qu'on peut faire pour créer un peu plus de séparation avec elles. Ben c'est en augmentant, mettons, notre vitesse, notre agilité, notre explosion. Puis c'est vraiment notre objectif dans la off-season, dans la saison morte, c'est de développer ces habiletés-là pour être capable de les battre en demi-finale en Allemagne l'été prochain. C'est sûr que vous allez en demi-finale, tu dis ça comme acquis, est-ce que c'est sûr? Ou... Non, c'est pas acquis. Non, mais je trouve ça nice que tu sois déjà... ben, c'est juste là, parce qu'on pense à la qualification olympique. Là, on sait c'est quoi nos poules, on sait c'est lesquelles équipes qu'on affronte. C'est lesquelles? On affronte Brésil, Panama et Japon. OK. Ouais.
Japon, on les a battus sur le dernier jeu de la game en Chine. Puis Panama, c'était aussi sur comme une drive décisive à la fin de la game qu'on a réussi à les battre. Fait que c'était 2 games super serrés. On a définitivement le pool le plus compétitif. Puis ça, c'est à cause de notre ranking mondial. À chaque tournoi mondial, on est accordé des points selon notre résultat. Puis au fil des années, nos points s'accumulent. Puis là, cette année, avec les résultats qu'on a eus, on est 4e. OK. Fait que c'est les 4 équipes les plus fortes qui s'affrontent? Ben, le pool? Non, ou... c'est que ça fonctionne en serpent. Fait que, OK. mettons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OK. 9, 10. Fait que ça fait en sorte que la 4e et la 5e équipe, ils se ramassent dans le même pool. Fait que Je comprends. Ouais. Fait que la première équipe, mettons, c'est l'équipe qui a fini la première. Fait que le Mexique, ils sont première nation au monde en ce moment. Et ils vont juste affronter la 8e place. exact, exactement, la 8 et 9. Call me comptable. Ouais. Ouais. Fait qu'on est dans un pool quand même assez difficile, mais c'est qu'on s'était dit, évidemment, notre objectif, c'est de finir sur le podium. Mais à cause de notre classement, ça fait en sorte qu'on joue contre le Mexique en demi-finale. Puis si on veut avoir accès à la finale, on doit battre le Mexique. Je comprends. Fait qu'on regarde déjà loin devant, puis on sait qu'il faut qu'on se prépare pour cette grosse game-là pour qu'on puisse ensuite aller en finale puis qualifier notre pays. Wow, quel travail de visualisation puis genre de préparation. C'est malade. Vous, est-ce que vous êtes autant stratégique dans votre... Ouais, oui, plan je pense pas que c'est une stratégie. ou... Plan d'entraînement, ouais, non, Ouais. définitivement. En termes d'entraînement, surtout du côté défensif, c'est un petit peu différent. Je fais beaucoup de mobilité. Le coach Joel, il dit beaucoup « Your best ability is availability ». Puis les tournois sont longs, c'est comme 4 jours, puis tu vas jouer 2-3 games par jour. Fait que c'est très prenant sur le corps. Fait que beaucoup de mobilité, s'assurer que les hanches sont flexibles, que tes hamstrings sont prêts, tes quads, tes glutes, tout ça est bien relax en arrivant, parce que c'est tout précurseur d'une autre blessure si ça compense. Fait qu'un peu comme Sarah, j'ai un mélange de muscu, de mobilité puis de track. Par contre, on n'a pas il n'y a pas d'opportunité universitaire pour les gars. De toute façon, j'ai gradué il y a un certain moment déjà, mais bon, après ça, j'applique toutes ces techniques de flag-là à Flag Plus dans ma ligue ici à Montréal. Est-ce que vous pratiquez ensemble ou vous faites juste jouer des games? Les filles sont capables de le faire un peu plus que nous autres parce que l'équipe est majoritairement composée de filles qui viennent d'ici. Les gars, on est un peu plus répartis à travers le Canada, fait que c'est très rare qu'on va se rassembler tout le monde ensemble. Cependant, comme cet été, il y avait le tournoi national du Canada de flag. On a réussi à se réunir toute la défensive de l'équipe nationale ensemble pour faire le tournoi ensemble. Puis notre attaque était composée d'amis puis de joueurs qui sont excellents, d'anciens membres de Team Canada ou même Current. On a fini par le gagner tout le monde ensemble, fait que c'était cool. Mais c'est plus rare qu'on a la chance de pratiquer en tant qu'équipe, tout le monde ensemble. Pour parler de Düsseldorf, on a un pool aussi qui est très compétitif. Est-ce qu'on y pense de la même manière? Pas nécessairement, mais c'est sûr que quand tu te dis le but c'est de qualifier le pays, le but c'est d'aller décrocher l'or, ben, inévitablement tu vas faire face à une des 4 puissances arrivées en demi-finale. Fait que, y a pas, c'est qui vos pools? C'est quoi votre pool, vous? Nous autres, on est matchés avec le Japon, comme les filles, l'Autriche, il y a nous autres, puis le Nigeria, qui est genre le représentant africain. Il y a un seul pays qui s'est qualifié. Est-ce qu'ils sont forts? Ben, clairement, parce qu'ils ont gagné la Coupe Afrique. Mais après ça, le flag en Afrique, je pense que c'est encore plus nouveau qu'un dans le monde, après ça, au Canada. Fait que je peux pas parler de leur... Je pense pas que dans le ranking mondial, ils sont très hauts, mais clairement composés d'athlètes assez forts pour pouvoir qualifier leur équipe. Fait que on n'arrive pas là en les prenant les gens nécessairement. OK. Voilà. Puis, OK. Puis après ça, qu'est-ce que je veux savoir? Ouais. Là, après ça, pour supporter le flag, comment est-ce que, ben, tu sais, tu as parlé un petit peu de commandite, partenariat, tu l'as abordé aussi. C'est quoi le futur pour vous? Puis c'est quoi les besoins, par exemple, de Team Can pour pouvoir croître? Ouais, fait que ça, c'est particulier. Fait que Football Canada, très ambitieux comme il est, puis comme il devrait l'être si on a des ambitions d'Olympique puis d'avoir l'or, on a déjà commencé à faire les camps d'entraînement à San Diego, etc. Toutes des initiatives qui coûtent très, très cher.
On s'est ramassé des sous en tant qu'équipe. On a tout fait des levées de fonds individuelles en tant qu'équipe, des concours. Je pense que cet été, on va faire des car wash, on n'aura pas le choix. Parce que bon, le financement qu'on a du gouvernement, c'est super. C'est juste pas assez. Je pense qu'il y a plein de disciplines qui peuvent relate à ce commentaire-là. Puis le partenariat avec Nike aussi rentre en termes de gear, puis on commence à en parler, c'est le fun. Mais le financement est pas encore là. Mais on peut pas attendre. Il faut qu'on continue de pratiquer, il faut qu'on continue de se réunir tous en équipe. Fait que ouais, genre, on est encore activement en train d'essayer de lever du financement pour pouvoir continuer ces pratiques-là. Football Canada sur le site web, sur la page Instagram, LinkedIn, c'est quoi vos stratégies de financement outre ça? Y a-t-il des partenaires qui viennent vous voir, vous individuellement, ou ils doivent aller voir l'équipe directement? Ben, moi, personnellement, j'ai été très chanceux de connaître des entreprises qui m'ont supporté ou même des individus qui m'ont supporté. Depuis que j'ai commencé avec Football Canada, j'ai une entreprise qui s'appelle McGill Saint-Laurent, qui est une boîte de trading de commodités dans le Vieux-Port de Montréal, chez qui j'ai fait un stage pendant que j'étais à l'université, qui m'a vu jouer au football, qui m'ont supporté là-dedans. Puis maintenant que j'ai fait de l'équipe canadienne, ben, chaque année, ils me supportent personnellement. Okay. Après ça, j'ai la famille, des amis. Il y a d'autres partenaires aussi qui se sont joints à mon projet. C'est un peu comme du Love Money. Performance, qui était mon gym local quand j'habitais dans Villeray, etc. Ouais, c'est plus Love Money parce que... mais ces conversations-là... Les partenaires corporatifs qui viennent dire « Hey, je veux avoir... » ou tu sais... Pas encore. Puis est-ce qu'il y a une différence entre facilité à financer l'équipe féminine versus masculine? Je pense que c'est des angles qui sont différents, mais... Je veux encourager la relève sportive féminine. Je veux dire, c'est un projet en soi qui est fantastique. Puis je pense que côté masculin, tu as plein d'autres sports qui est plein de financement. Fait que je pense que de redonner aux femmes alors qu'ils sont performants dans un sport, c'est un angle. Mais vous ne voyez pas de différence non, je pense que de tu votre supportes côté. Football Canada, tu supportes les deux équipes ensemble. Mais je sais que notre staff est activement en train de chercher du financement pour pouvoir justement supporter ces ambitions-là. Bien, l'appel est lancé à tous les gens qui nous écoutent en ce moment. C'est nouveau pour nous. C'est un environnement auquel on n'a jamais été exposé. D'avoir l'opportunité de peut-être être représenté par un agent ou d'avoir des partenariats. C'est un espace qu'on ne sait pas trop comment naviguer parce qu'on n'a pas eu... on n'a pas eu accès à ça dans le passé. C'est un autre monde complètement différent. Toi, ça a été supporté par une agente quelconque ou un agent? Ou pas encore? Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient, mais je suis quand même assez chanceuse d'être supportée par Intelcom. Ils me supportent pendant 2 ans. Ça fait déjà 1 an que j'ai... Merci. Fait que je suis quand même très reconnaissante pour ça. L'été dernier, nous autres, il a fallu qu'on débourse de nos poches pour les voyages qu'on a faits. Fait que si c'était pas je pense pas que j'aurais été capable de me permettre de faire ces gros voyages-là. Avec les Jeux olympiques qui s'en viennent, la reconnaissance, le Comité canadien olympique, on commence à avoir un petit peu plus de financement, mais c'est toujours pas parfait. Puis on est tous des athlètes qui le méritent énormément. Là. Fait que j'espère qu'avec c'est ça, le plus de visibilité qu'on va avoir, les résultats qu'on a montrés dans le passé, qu'il y a plus de filles qui vont pouvoir avoir des opportunités parce que on est super motivés, on travaille vraiment fort. C'est vraiment hot. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Ben, c'est cool. Puis, tu sais, c'est pas facile d'avoir des partenaires financiers versus gear. Tu sais, je veux dire, tout le monde veut donner du gear, mais financier, c'est pas dans la même game aussi. Là. Ouais, puis c'est plate à dire parce que c'est une conversation qui est pas toujours facile à avoir non plus parce que, tu sais, on peut se faire donner un terrain puis pour pratiquer, c'est super, vraiment cool. Mais, tu sais, à la fin de la journée, quand Football Canada a besoin d'envoyer ses équipes voyager à San Diego, t'as besoin de sous. Puis c'est juste la réalité. Puis il y a plein d'autres disciplines qui ont la même réalité que nous autres. Fait que... Puis on doit tous travailler. Ouais. Pour partir à San Diego, on doit demander congé. Fait que ça aussi, ça représente un sacrifice financier des filles qui doivent demander congé à la job parce que ils s'en vont voyager. Puis des fois, c'est compliqué. Ben ouais, non, définitivement. Ouais, des fois, profs, là, faut que tu prennes des vacances avant Noël. Puis on a des enseignantes, on a des mamans, on a beaucoup... c'est un gros sacrifice dans plein de sphères de nos vies. Puis
juste d'enlever, mettons, un fardeau financier, ça pourrait faire une énorme différence. Là. Ouais. Mais en tout cas, l'appel est définitivement lancé. Puis, tu sais, si on veut vous supporter, comment ça fonctionne, ben, tu faisais référence à Football Canada. Les gens vont sur le site ou ils peuvent rentrer en contact avec vous. Puis, Ouais, je pense qu'en partant, les coachs en chef de chaque bar, fait que Rachel Lessard, coach Paul Lapolice, ou même les assistants chefs, que ce soit Patrick, Joel, côté masculin, ou Alex, puis Tim, du côté féminin. C'est des belles places où commencer. Après ça, il y a Jamie puis Warren qui sont à la tête plus administrative de Football Canada. Leurs emails sont partout sur le site. Entrer en contact avec eux, c'est sûr. Puis en tant qu'athlète, on est très engagés. On fait plein de cliniques de flag. À chaque semaine, il y a tout le temps des stories d'athlètes qui sont en train de redonner aux plus jeunes. Juste il y a 2 semaines, j'étais à l'école Armand Corbeil avec Benoît Groux en train de coacher ces 2 équipes cadettes et juvéniles qui participent à leur premier tour. Ils commençaient le flag, ils avaient fait leur premier tournoi, puis là, j'étais allé aider. Fait que je pense que s'il y a une entreprise qui aimerait ça, avoir des athlètes engagés pour participer à quoi que ce soit, on est là à répondre à l'appel, c'est sûr. Définitivement. Ouais. Ah, mais c'est cool. Puis, tu sais, de plus en plus, il y a de compagnies corporatives que leur message, c'est genre les dépassements de soi, personnel, professionnel, dans le monde du sport. Puis, ils veulent suivre des individus ou des équipes qui ont des messages aussi inspirants que les vôtres. Fait que, bref, l'appel est lancé. Puis, je vois le temps qui file. Tu sais, vos 2 dernières performances respectives que vous souhaitez qu'on discute, je pense que ça serait quand même cool de revenir un peu en arrière, faire un petit storytelling, je trouverais ça nice. Puis après ça, qu'on parle de c'est quoi le futur pour vous en tant qu'individu et équipe. Puis ouais, je pense que ça serait hot. Julien? Tu peux commencer. Les dernières performances de Flag Canada masculine. Fait qu'au Panama, on a fini 3e médaille de bronze, ce qui nous a permis de qualifier l'équipe pour aller en Allemagne. Puis encore une fois, je reviens sur tout le processus. Se qualifier pour l'Allemagne. L'Allemagne, en soi, est un qualificatif pour les Jeux de 2028. Fait que c'était super important. Le Flag Canada est un programme qui est jeune parce que ce processus d'excellence, d'avoir des try-outs régionales, nationales, réunir une nouvelle équipe ensemble, de joueurs qui se connaissent peut-être, mais peut-être pas, c'est nouveau. Puis on a ramené un coach qui a fait 25 ans dans la CFL, qui a appris un nouveau sport, qui a mis beaucoup, beaucoup d'heures à apprendre ce nouveau sport-là, pour s'assurer qu'il optimisait nos performances. Fait qu'on est arrivé à Los Angeles en juin, mais après ça, au Panama en septembre, avec une équipe qui était relativement jeune, composée d'athlètes de flag, qui connaissent très bien le sport, mais de d'autres joueurs qui ont translate du contact aussi, puis qui en étaient à leurs premières expériences de tournoi international de flag. Autant pour les coachs que les joueurs. Fait que de voir qu'on a eu du succès aussi tôt dans notre développement, c'est très motivant. Puis ça enlève encore un petit peu de pression de dire, OK, on est bien entouré, on a un bon core d'équipe. Fait que la préparation qu'on va ajouter à ça, on a le droit de rêver à aller chercher l'or dans les compétitions internationales, Düsseldorf ou encore les Olympiques à LA. Fait que ça, c'était énorme. Ça, c'était vraiment cool de pouvoir justement vivre ça en tant qu'équipe. On avait une belle équipe. Les gars sont très proches l'un de l'autre. Fait que ouais, à chaque fois, on a l'occasion de se recroiser. The dreams keeps on dreaming, ça. T'en as peut-être dit un mot tantôt, mais notre premier match, tous ensemble, qui était à LA. Ouais, non, définitivement, ça mérite d'être mentionné. Fait effectivement, nouveau groupe qui a jamais joué une game de flag football ensemble. On arrive à Los Angeles, qui est un tournoi amical. Fait que ça, c'était pas un qualificatif pour rien. Ça ne comptait pas dans les rankings mondiaux. Mais tout de même, t'avais le Japon qui était là, l'Australie qui était là, nous autres, les États-Unis. On débarque là, on enligne 2 pratiques. Notre Anthony Auclair, qui est un ancien tight end de la NFL, qui arrivait pour ses premières games, ses premières expériences internationales de flag, se blesse. On sort de l'avion, on va pratiquer, il se blesse. Puis on commence de même. Puis là, on est là, on arrive contre Team USA, première game, avec une équipe qui est encore jeune, nouvelle, tout ça. Puis on finit par les battre sur un match qui a une super belle game. Puis quand tu dis super belle game, c'est que vous avez bien joué ou que c'était serré ou genre... C'était serré, on a bien joué, mais c'est surtout que, tu sais, on a exécuté sur le peu de préparation qu'on avait. Puis ça me montrait qu'on avait un groupe qui était extrêmement motivé puis passionné. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de performer sous pression comme ça. Tu débarques, tu joues contre la meilleure équipe au monde. Ouais, non, c'est... C'est quoi qui a expliqué ça? Genre... On était prêts. On est arrivé avec un nouveau style aussi, justement. Je pense que le coach Lapo est arrivé avec un système qui est bon, je rentre dans les technicalités, mais qui a des motions avant le snap, fait que les formations bougent. Pour une défense, quand justement tu joues du homme à homme ou du femme à femme dans le cas des filles,
Ça change les responsabilités. Fait qu'il faut que tu sois capable de bien le communiquer. Fait que je pense que c'est la première fois qu'on bougeait je pense que les Américains voyaient une attaque qui bougeait autant avant le snap ou même après le snap. Fait que je pense que ça les a un peu pris par surprise. Mais après ça, ouais, même des côtés défensivement, je veux dire, tu peux innover en termes de stratégie défensive, mais je veux dire, il y a quand même tout ça ressemble un peu plus. On a exécuté, on a été capable de faire tout ce qu'on voulait faire avec très peu de pratique, encore une fois. Fait que pour ça, c'était une belle game. Ouais. Phil, t'as-tu d'autres questions? Phil a super bien joué cette game-là en plus. Non, je pense que c'était un état de flow, disons. Ouais, non, c'est vraiment ça. C'était un flow state. Tout a connecté, toute l'équipe ensemble. Phil, il dit que c'est un état de flow puis que tout est connecté, tout le monde ensemble. Ouais. Si on l'entendait pas dans le micro. Ouais. C'est Non, il a vraiment raison, bien. c'est vrai. Puis on a sorti cette game-là. Puis après ça, on jouait le Japon, qui était une autre très bonne équipe de flag. Puis ils nous ont donné du fil à retordre dans la demi. On perdait par 1 ou 2 points. Puis on affrontait un nouveau système. Fait que là, c'était comme, OK, la capacité à cette jeune équipe canadienne-là, composée de gars de flag expérimentés, mais qui évoluent dans une structure jeune. Est-ce qu'ils sont capables de s'adapter à ce nouveau système-là qu'ils n'ont jamais vu? Puis la réponse était oui. On s'est ajusté en une drive, puis après ça, on n'a pas regardé en arrière, gagné cette game-là. On a joué contre les Autrichiens, qui est une autre. Eux, ce qui est drôle de l'Autriche, les Australiens, pardon, investissent beaucoup dans le flag aujourd'hui parce qu'ils vont recevoir les Olympiques de 2032 à Brisbane. Et donc, qualifient automatiquement leurs 2 équipes respectives, féminines et masculines, au jeu. Fait que pour pas avoir l'air de fou, évidemment que tu veux que tes équipes soient prêtes, tu mets de l'argent, tu les envoies dans les tournois, tu les prépares. Fait que les autres, ils sont arrivés avec une belle équipe, prête, mais jeune, encore une fois, qu'on a réussi à battre. Fait qu'on est sorti de ce tournoi-là invaincu. Puis on a affronté des bonnes équipes, des bons programmes de flag mondial. Fait que c'était comme hyper motivant. Puis je me rappelle, en revenant, les premiers meetings qu'on a eus en équipe, c'était comme, c'est quoi revenir d'un tournoi de même? Puis qu'est-ce qui fait qu'on est capable de garder cette motivation-là, leading up to la prochaine compétition? Puis c'est quoi? Ben, c'est comme je te dis, de rester passionné. Puis comme ça a été de l'huile sur une petite flamme qu'on avait le droit d'avoir en tant que jeune équipe. Puis là, soudainement, t'es parti un feu. Est-ce que vous aviez l'impression que genre il y avait personne qui croyait en vous à ce stade-là, puis vous avez genre surpris tout le monde ou pas nécessairement? C'est drôle à dire, c'est drôle que tu dis ça. C'est pas que les gens croyaient pas qu'on était capable d'avoir du succès, pas du tout. Mais je pense que le fait que Football Canada a engagé un coach qui avait très peu d'expérience au flag, puis qui ont amené des joueurs contacts, puis qui leur ont demandé de faire une transition très rapide. Puis ça, c'est comme ils ont été choisis à la place d'autres athlètes de flag. Mais même pour vous, il devait y avoir un doute aussi. Il y avait c'est sûr que dans l'équipe, tu vois les gens se préparer, tu vois les gens être passionnés, tu vois les gens s'entraîner, puis aux pratiques, comment d'un jour à l'autre, c'est complètement différent. Vous avez un style de coaching aussi complètement différent tout à coup aussi? Oui, mais le coach est arrivé, puis il était super ouvert d'esprit, puis il nous demandait des questions. Coach Lapeau, il m'appelle aux 2 semaines pour me dire « Hey, j'ai pensé à ça, ça se fait-tu? » Ou il arrive dans un meeting défensif, puis il dit « Bon, là, on attaque. J'aimerais ça faire telle chose. C'est quoi? Comment tu réagis à ça? » Fait qu'il a le rêve olympique, lui aussi. Puis il veut pas faire à sa manière. Il veut construire le meilleur programme de flag au monde. Fait qu'il y avait un doute, clairement, au début. Puis d'avoir autant de succès aussitôt dans le développement de l'équipe, ça nous a permis justement d'enlever ce doute-là, puis d'avoir le support de toute la communauté de flag. Puis à chaque année, il y a de plus en plus de monde au try-out. Puis là, on va avoir un beau top 50 au mois de mai. J'ai hâte de faire ça. À Chula Vista, il y a de plus en plus de gens qui arrivent prêts, qui sont motivés, qui regardent du flag, qui ont des idées, qui sont physiquement aussi meilleurs qu'ils étaient au dernier camp. Malade. Ouais. Félicitations. Toi, Merci. Sarah? Mais wow, c'est vraiment, vraiment hot pour vrai, là. Pour notre part, notre résultat en Finlande en 2024, qui était le championnat du monde en 2024, on a fini 5e. Ça nous a permis de se qualifier pour les World Games de l'été suivant, fait que au mois d'août 2025. Puis nous autres aussi, on était un nouveau programme élite, puis on était une nouvelle équipe. Ça faisait vraiment pas longtemps qu'on jouait ensemble. Puis, mais je pense qu'on avait quand même des hautes attentes. Là, on savait que le Canada, on était vraiment comme une puissance. Puis là, on était juste prête à faire nos preuves, tu sais, qu'on méritait d'avoir un podium. Puis ouais, on a réussi à revenir à la maison avec une belle médaille de bronze. On était vraiment fiers. Cette expérience-là était incroyable, pour vrai. Pourquoi? Ben, parce que ça ressemble énormément aux Olympiques.
c'est les World Games, comme ça s'appelle. Il était en Chine. Puis, c'est où est-ce que les sports de présentation olympiques, ils performent. Fait que, un peu comme les Olympiques, le pays doit se qualifier. Il y a plusieurs sports différents. Puis c'est comme à la hauteur des Olympiques. On avait un village qui avait été bâti pour nous. On avait on avait comme une fille attitrée à nous qui nous suivait partout, qui prenait le shuttle avec nous, qui nous accueillait au terrain, qui nous dirigeait vers le terrain de pratique, qui s'assurait qu'on avait tout ce qu'on avait de besoin, collations, eau et compagnie. On était vraiment traités comme des stars. Le stream, il était incroyable avec des commentateurs. Cette expérience-là était vraiment comme si on était des athlètes professionnels. Nos parents à la maison, ils nous regardaient jouer, puis il y avait des replays, puis c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Juste aussi, la cérémonie avec le podium, identique à ce qu'on aurait vu, mettons, aux Olympiques. Puis je pense que ça nous a vraiment donné la piqûre de « wow, genre, je veux revivre ce moment-là ». Puis la prochaine fois, c'est en 2028. Fait que nous autres, on est hyper motivés de rendre ça possible. Ensuite de ça, en fait, on est resté pris en Chine. Il y avait eu la grève de Air Canada au moment où est-ce qu'on était là-bas. Donc, tous nos vols ont été annulés, puis on est resté pris là-bas. Il y avait un mois entre... Pour vous autres. Non, mais pour vrai, c'était le fun, mais c'est juste parce qu'on savait qu'il fallait qu'on revienne, qu'on se remette du décalage horaire, puis qu'on se remette à la pratique pour le Panama qui était juste quelques semaines plus tard. Puis étant donné que c'est ça, là, on a resté pris une semaine de plus, mais ça nous a enlevé comme une semaine de pratique. Pendant qu'on a pu pratiquer là-bas, justement? Non, on n'a pas pu pratiquer là-bas. Il a fallu qu'on quitte le village olympique, puis on est resté dans un hôtel comme en plein centre-ville. Mais c'est ça. C'est compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait des filles qui avaient dû acheter des données pour rester là-bas. Puis là, ils ont comme expiré pendant qu'on était là. Puis nos seuls moyens de payer, c'était avec nos téléphones. Fait qu'il y avait des filles que leur carte était bloquée ou il n'y avait plus de données pour le travail pour payer. Puis l'école qui est genre... Ouais, exactement. C'était énormément de gestion. Puis, en plus de ça, ça nous a enlevé une semaine de pratique pour le Panama. Parce qu'il a fallu qu'on revienne, qu'on se repose, qu'on se remette du gros voyage qu'on a eu. Puis on a aussi tout tombé malade. Là. Fait que ça aussi, c'était un défi à soulever. Pourquoi? C'est... On a tout pogné un virus là-bas, puis on est revenu tout... il n'y avait plus votre petite madame pour vous dire qu'est-ce que vous pouviez manger qui était correct, puis qu'est-ce que vous pouviez pas manger. Il y a ça aussi, c'est qu'on était dans le village olympique, puis c'était dans le village des World Games, puis c'était de la nourriture qu'on mangeait comme habituellement. Puis après ça, on sort du village, puis c'est de la nourriture un peu plus traditionnelle qui, comme, on n'est pas habitué de manger. Puis, en tout cas, c'était... C'est fou, hein, comme athlète, à quel point ça fait une différence. Je reviens d'une course aux îles Canaries, puis tous les athlètes North Face étaient isolés dans un endroit pour manger, genre. Mm-hmm. Puis j'étais comme, pourquoi est-ce qu'on a une salle, genre, juste pour nous? Ouais. C'est quoi le setup? Puis il était comme, c'est parce qu'on veut pas avoir des contacts avec les autres gens de l'hôtel, au final. Fait que c'était comme pour venir être certain que personne tombait malade pendant la période de la course, tu sais. Fait que, mais du moment que les gens sortaient de cette salle-là, là, ça tombait malade et compagnie, là. Fait que... Ouais. En tout cas, mais... OK, puis là, après ça, quand vous êtes arrivé au Panama? Ouais, on est arrivé au Panama. On était dans le même pool que le Mexique, qui avait gagné la compétition aux World Games. On finit première. Puis on s'était dit, si on les bat en poule, ça fait en sorte qu'on n'affronte pas les États-Unis, qui est une autre puissance mondiale, en demi-finale. Puis on a tout de suite accès à la ronde des médailles, la finale. Fait que d'être capable de remporter soit l'or ou l'argent. Et comme de fait, on a réussi à battre le Mexique en game de poule par 1 point, je pense. Ouais, c'est ça. C'est décidé dans les dernières drives. C'était super serré, mais reste que c'était un immense statement de dire que, tu sais, avec autant peu de préparation, comme je disais, le 77 jours qu'on a eu en tant que nouvelle équipe, puis on devait créer de la chimie et s'habituer à jouer ensemble, on a réussi à avoir ce résultat-là, d'être capable de battre la meilleure équipe au monde. Je pense que ça nous a confirmé, mettons, qu'on a vraiment
la chance, le talent, la passion d'être capable d'atteindre ces objectifs-là, d'avoir une médaille d'or. Là, on se ramasse contre le Panama en demi-finale, puis on gagne notre demi-finale, ce qui nous donne accès directement à la finale. Puis le Mexique devait affronter les États-Unis en demi-finale, comme qui n'ont pas fini première de notre pool. Fait que c'est la première fois en plusieurs années que le Mexique et les États-Unis s'affrontaient, mais que c'était pas une finale de tournoi. Fait que ça les fait beaucoup parler. Là, on se rencontre en finale. Et là, on était au Panama pendant la saison des pluies. Fait qu'il y avait beaucoup de problèmes reliés à la température. Les streams étaient coupés, les games étaient retardés à cause du tonnerre des éclairs et compagnie. C'est peu brillant d'avoir tenu... C'est genre l'équivalent de faire un tournoi international de whatever à l'extérieur, à Montréal, genre au mois de mars, puis t'assumer qu'il va faire beau. C'est super. C'est super. Ouais, OK, on questionnera pas trop, on challengera pas sur ce balado, mais comme... Ouais. À la limite, on aurait peut-être une opinion différente si ça avait fini différemment, mais bon. Ben, je pense que non, parce que tu l'as-tu vraiment mérité. C'est plus ça. I guess, t'as raison. Mais là, on joue. Tout. Ouais, on joue contre le Mexique en finale. Puis la première demi, c'est pas passé comme qu'on l'aurait voulu. On perdait 12-0 à la demi. Au flag, 2-0, c'est deux buts. C'est vraiment... 2 touchdowns sans converti. Fait que ouais. c'est pas si pire que ça. Non, absolument pas. Ça se rattrape. Exactement. Ouais, ça se rattrape sans doute. Puis sur la dernière possession de la demi, il commence à pleuvoir à Sio. Éclair, tonnerre, vent, comme... On voit plus. J'ai de l'eau dans mes yeux, je vois absolument rien. Puis on réussit à se rendre jusqu'à la zone des buts. Puis sur le dernier jeu de la demi, le temps il s'écoule, puis on n'a pas réussi à scorer. Et là, on va en dessous des estrades pour la demi. Puis on se fait dire que la deuxième demi va être un peu plus tard que prévu, étant donné qu'il fallait attendre que la tempête passe. On est resté en dessous des estrades pendant 3 heures avant qu'ils viennent nous annoncer que, étant donné que le terrain, il n'y avait pas de lumière, puis qu'on était en train d'écouler la lumière du jour, que la deuxième demi allait jamais avoir lieu. Aïe. Et étant donné que le Mexique gagnait par 12 points, ils ont automatiquement donné la victoire au Mexique. Ça fait aucun sens. On n'a jamais eu la chance de jouer la deuxième demi. Est-ce que c'est normal de faire ça, genre d'arriver à cette conclusion-là dans le monde du flag? Ben, c'est dans les règlements. Fait que dans le fond, IFAF, qui est la Fédération de football international, ils ont émis un statement qui disait que c'était dans les règlements, que si la première demi a été complétée et que l'équipe adverse gagne par un pointage de 12 ou plus, que la victoire est automatiquement attitrée à l'équipe qui menait, dans le fond, la game. Ouch. Ouais, vraiment Ouch. ouch. C'est comme une Ça a tellement séquence dit. de choses, c'est comme une procédure. C'est comme, OK, premier éclair, on pose la game. Deuxième éclair, on retarde encore la game. Puis c'est comme, on peut retarder ça. Si la game est à 9h le matin, tu peux la retarder jusqu'à le soir si tu as besoin. Ouais. Mais la finale se jouait, moi je dis n'importe quoi, mais mettons à 4h. Panama, il arrête d'avoir de la lumière autour de, let's say, 7h. Pendant la saison des pluies, dans la liste. Puis après ça, c'est game over parce que le terrain avait pas de spotlight. C'est comme il y avait juste pas de lumière. Ça aurait artificielle. été préférable que vous finissiez pas la première demi, dans le fond. Ouais, Mais je sais pas si ça aurait... Ben, dans le sens, sinon, la finale masculine n'a pas été jouée du tout. Okay. Fait que le Mexique et les États-Unis ont été co-champions. Fait que les deux, ils ont remporté l'or. Puis là, évidemment, avec un peu de recul, on en rediscute, puis on se dit, ben, c'est quasiment... On est revenu avec l'argent, mais on est revenu aussi avec comme le feu en dedans de nous d'aller rechercher ce titre-là puis d'aller chercher la médaille d'or pour de vrai parce que dans nos têtes à nous, ils l'ont pas remporté pour vrai. On est la seule équipe qui a réussi à battre le Mexique dans ce tournoi-là parce que on peut pas dire que les Mexicains nous ont battus avec une demi de game de jouer. On refuse de penser que le résultat aurait été ça si on avait pu jouer la game au complet. Puis là, on a la chance de les rencontrer en demi-finale en Allemagne. Fait que on a encore plus ce vouloir-là d'aller les affronter puis de
de faire ce statement-là que on aurait dû la gagner, cette game-là. Puis la médaille d'or, elle nous appartient à nous. Là. En étant autant focus sur l'équipe du Mexique, est-ce que tu as peur que vous ayez des blindsides par rapport à d'autres équipes ou d'autres forces que vous voyez pas? Ben, je pense qu'on prend personne à la légère. Dans des tournois internationaux, tout est possible, pour vrai. Je pense qu'il y a plusieurs autres pays qui n'auraient jamais pensé que, mettons, le Canada allait battre le Mexique en... C'est vraiment... anything can happen. Il faut être prêt pour n'importe quoi. Puis ça aussi, c'est mentalité d'athlète. T'sais. Il faut être résiliente. Il faut être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Puis peut-être qu'il y a un pays qui a complètement changé sa stratégie en défense ou complètement changé sa stratégie en attaque. Puis la préparation qu'on a faite avant, ben elle a comme plus vraiment rapport à la game qui se passe en ce moment, puis il faut être capable de s'adapter. Fait que c'est juste d'être capable de s'adapter dans n'importe quelle situation contre n'importe quelle équipe parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, puis on sait jamais la situation dans laquelle on pourrait se retrouver. C'est tellement une bonne leçon à appliquer sur absolument tout dans la vie, d'ailleurs. Ouais. Puis, si on se laisse sur un petit mot de la fin, c'est quoi qu'on vous souhaite respectivement? Que ce soit pour le flag, comme individu ou en tant qu'équipe, ça n'a pas besoin d'être très compliqué, mais ça. Honnêtement, en tant qu'équipe du succès, personnellement du succès, obviously, mais en tant que communauté, comme je le mentionnais plus tôt dans le balado, c'est que pour la communauté, je nous souhaite qu'on soit capable de changer le narratif du débat pro versus flag, puis qu'on soit capable de créer quelque chose de commun, quelque chose d'ensemble, puis que les gars et les filles qui veulent faire la transition, qu'ils la fassent le plus tôt possible, qu'on monte un beau programme de flag. On a du super talent, le flag très spécifiquement. Puis la communauté est grande, elle est chaleureuse, fait que n'importe qui veut se joindre, l'invitation est lancée. Puis après ça, c'est de souhaiter au Canada, justement, d'envoyer la meilleure équipe disponible à toutes ces compétitions, parce que les Olympiques 2028 ont commencé l'année passée en se qualifiant. Puis cet été à Düsseldorf, ça va être hyper important de finir dans le top 2. Puis après ça, si ça se passe pas, ça va être de transitionner ça en 2027 avec une autre qualif pour les Olympiques. Voilà. Ouais. Je pense que notre objectif premier, c'est de faire grandir le sport, donner plus de visibilité, d'opportunités à ces athlètes. Puis on veut voir le flag revenir aux Olympiques en 2032. On veut continuer à faire grandir le sport. Peut-être même rêver d'une ligue professionnelle un jour, que le flag on va pouvoir vivre de ça, tu sais, jouer au flag football. Il y a plein de choses qu'on peut souhaiter à la communauté de flag, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment juste de continuer sur la lancée puis de continuer de faire progresser ça. Puis je pense que des opportunités comme participer à ton balado, des trucs comme ça nous permet... C'est honoré, arrêtez. Ben, ça nous permet vraiment... Ça nous permet vraiment de mettre le sport de l'avant, puis vraiment, tous les athlètes, que ce soit du programme masculin ou féminin, ils ont vraiment toutes des histoires inspirantes, fait que puis ils sont prêts à les partager. Fait que c'est de donner aussi l'opportunité à ces athlètes-là de transmettre leur message, de partager leur expérience avec le sport, puis d'inviter vraiment les plus jeunes ou même les gens qui veulent l'essayer de venir l'essayer pour eux-mêmes, puis... Oui, c'est un super beau sport. Il y a un beau futur pour le flag football dans le monde, mais surtout ici au Canada puis au Québec. Sérieux, vous m'avez donné envie de jouer. Là. Go! On a une game mercredi soir. Je vais venir vous voir. Non, mais pour vrai, votre succès est tout à votre honneur. C'était vraiment, vraiment inspirant de vous avoir sur le balado. Merci tellement d'avoir pris le temps. Puis je vous souhaite tout le succès, toute la chance aussi, mais tout le succès. Merci beaucoup. Merci d'être venu.